Trois notions pour commencer l'émission de ce matin, madame, messieurs. On va commencer par ces trois notions importantes à noter. Notion de politique, notion de religion, notion de science, pour évoquer donc ces cas des enseignants au Cameroun qui sont aujourd'hui ainsi remis en question dans leur méthode par des manœuvres politiciennes. On va reprendre ici d'ailleurs cet extrait de cet ouvrage de Maurice Kamto, L'urgence de la pensée. Je vais donc citer pour vous cet extrait de l'ouvrage L'urgence de la pensée, écrit en 91 et publié en 93. Je cite: contre le tribalisme et l'ethnicisme, le seul adversaire authentique, c'est la démocratie, c'est-à-dire celui qui accepte le pluralisme sur tous ses aspects et qui sait que des formations socio-culturelles différentes peuvent coexister sans vouloir la mort les uns des autres, sans vouloir l'éclatement de la nation, en s'enrichissant mutuellement, en travaillant ensemble à la réalisation d'un destin que le hasard de l'histoire a voulu qu'il fût commun, car nous devons reconnaître qu'il n'y a pas d'ethnie génétiquement tarée ou mauvaise, ni d'ethnie congénitalement parfaite ou bonne. Il n'y a que des individus crapules ou honnêtes, paresseux ou travailleurs. Chaque groupe socioculturel contient ce qu'il y a de meilleur et de pire parmi les humains. Le reste est question de repères culturels. Une fois que l'on a compris, la coexistence devient facile, car il n'est plus question alors que de l'aménagement des différences. Fin de citation. C'est ce qu'écrit le professeur Maurice Kamto en 91 et dans un ouvrage L'urgence de la pensée, publié en 1993, qui montre bien d'ailleurs l'esprit et surtout la pensée de Maurice Kamto sur la question du tribalisme. Et donc un enseignant de philosophie a eu le toupet donc de présenter cette affaire donc à des élèves, et cela, comme vous le voyez, donc a créé des remous. On pense également ce matin à un pasteur, le reverend pasteur Christian Ghislain Soufo de l'église évangélique du Cameroun, qui est donc attendu ce matin dès 10h, donc à l'instant, à la délégation générale de la sécurité nationale, donc à Yaoundé. Lui qui a donc osé dire une prédication qui remue le couteau dans la plaie des injustices sociales. Je vais donc vous donner un extrait de ce qu'il a dit lors de cette prédication. Manger le sel au palais et ignorer les citoyens, tirer sur les citoyens qui veulent construire leur pays en les présentant comme les ennemis de la République. Fin de citation. Voilà ce qu'il a dit dans ce qu'on appelle cette prédication. On va dire que l'Église désormais ne veut plus qu'apporter du pain aux fidèles, mais également leur apporter du réconfort et un soutien dans leurs aspirations citoyennes et politiques. Comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier à M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Dites-nous, à qui revient l'exclusivité ou quelles sont les catégories de personnes à qui reviennent la possibilité d'avoir un motard au devant? La ville de Yaoundé est devenue un capharnaüm où désormais n'importe quel quidam peut s'offrir les services de motard pour ouvrir la route. La preuve, le pasteur Ndefo ne fonctionne uniquement qu'avec les motards. Oui, c'est bien beau lorsqu'on a de l'argent, mais est-ce que cela rentre encore dans les usages de la République? La question, je vous la pose. Alors, monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de la colère au cœur du 10-12, le Zénith. Madame, messieurs, nous sommes le 28 février 2019. On se rappelle de 2008, une pensée pour ces Camerounais qui sont tombés lors des émeutes de 2008 au Cameroun. On va également dire que 2019 aujourd'hui nous rappelle que la France a commencé à s'installer au Cameroun donc en 1919, donc le centenaire de la présence française au Cameroun en ce 28 février 2019. Alors, également sur le plateau, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aussi au recteur de l'université de Douala qui face
a des multitudes d'échanges politiques entre les jeunes, a organisé un échange hier avec les leaders de toutes les associations estudiantines afin de dissuader d'une grève aux conséquences imprévisibles. De quoi ont-ils juste peur? En tout cas, selon le vice-recteur, le Cameroun est en crise. Si nous, à l'université de Douala, nous ne prenons pas en charge, qui le fera pour nous? D'accord, Karine Sontia, c'est le rendez-vous pris tout à l'heure à 11h05 dans le cadre de ce qu'on appelle ici la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur. Alors sur le plateau aussi ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopossi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. À la suite de Karine, j'apprécie moi, le vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation à cette université, et lui qui était mandaté par le recteur François-Xavier Otoa. Lui, c'est le professeur Awono Onana. Il a trouvé les mots justes pour désamorcer la bombe en leur disant « Nous avons tout fait. Nous avons transmis à la hiérarchie. Mais je ne peux pas vous dire quand les primes seront payées. Il nous appartient de rester calme. » Merci, monsieur le professeur Awono Onana. C'est comme ça qu'il faut tenir. C'est ce type de langage qu'il faut tenir. Merci. Très bien, on va démarrer l'émission de ce matin, madame, monsieur. Voici la première articulation, voici, on va dire, l'entrée avec Tendance Cogne, la voyageuse dans l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour aux hommes capricieux. Oui, aux hommes bébés. Les hommes bébés, je vous salue. Mais attends, ma fille. Si une fois un homme fait des caprices, les femmes font ça tous les jours. Vous, les hommes bébés, ils veulent seulement qu'on doit leur supplier. Non, ils veulent que sa femme chouchoute, c'est aussi bien. Non? Leur cajoler, leur regarder dans les yeux, il ne mérite un pas. peu de câlin. Alors? Il y a un homme bébé, Aloum. J'ai reçu tout de toi hier, avec le nom. Donc, j'ai ton nom, j'ai ton âge, je connais, tu es de Bamendou. C'est un homme de Bamendou. Tous les Bamendou, vous qui me regardez ce matin, il y a un homme de Bamendou qui est très capricieux. Aloum, Oui. Aloum. Bamendou, il est de Bamendou, Pachang. Bamendou. Oui, mais il vit à Loum. Il vit à Loum. Tu es de Bamendou, ressortissant de Bamendou, mais tu vis à Loum Chantier. Je connais ton année de naissance. Je connais ce que tu fais dans la vie. Mais ce que tu es en train de faire là bouleverse toute ta famille. Ton épouse se plaint à moi qu'elle est fâchée. Que le ciel va commencer à prendre sa part de décision. Parce qu'elle ne comprend pas comment chaque fois qu'elle te donne à manger, elle doit rester à côté. Pour te regarder manger. À te contempler en bon français. À te dire bébé bon appétit. Est-ce que le repas c'est bien? Mon amour, comment tu trouves ça? C'est chaud, plein bonbon. Oui, mais quand un homme fait ça, j'attendais que tu finisses. Elle dit que son mari est tellement, qu'il est tellement capricieux qu'elle ne sait même pas quel genre d'homme elle est épousée. Et qu'à chaque fois qu'elle prépare, elle doit, quand elle sert à manger à monsieur, monsieur l'impose à rester à côté d'elle, à côté de lui. Donc, quand elle pose tout cela, donc elle met tous les couverts, qu'elle dépose tous les couverts là, pendant que monsieur mange, elle doit le contempler, l'observer, lui dire les petits mots, et qu'elle est déjà fatiguée de ça. Hier encore, le scandale qui s'est passé hier au point où elle m'a appelé qu'elle parle de ça sur ce plateau. Elle a servi, mais elle m'a dit qu'elle a trempé les habits depuis avant-hier. Oui. Après, elle n'a pas eu le temps de laver. Hier, quand monsieur est rentré, elle a lavé les habits. Il y a les habits qu'elle avait trempés depuis 2 jours, elle n'avait pas lavé. Elle lavait les habits. Quand tu es arrivé, elle a mis l'eau, tu t'es lavé. Elle a d'abord laissé les habits, elle a mis l'eau, tu t'es lavé. Au moment où il fallait que tu manges, elle lavait, elle seulement, les habits. Tu as dit, tu me vois manger ou pas? Elle a dit, ouais, bé, je te vois manger. Comment mange? En attendant que je lave les habits. Il dit que, je t'ai dit que si tu me sers à manger, tout ce que tu fais, tu arrêtes. Donc, quand je me mets à table pour manger, tu arrêtes tout ce que tu fais. Même si tu répètes les enfants, même si tu es dans ton téléphone, même si tu causes avec la voisine ou le voisin, tu dois d'abord stopper tout et t'occuper de ma nourriture parce que je veux manger avec tant d'appétit. Et c'est mauvais. Il n'a pas mangé. C'est mauvais. Tu as fait comme ça, tu n'as pas. Et on a préparé ton goût, le kwanzap. Il n'a pas mangé. Le kwanzap là, tu n'as pas mangé hier. J'ai tout ça sur WhatsApp. C'est pourquoi
ce matin, je vais demander aux femmes, aux dames qui nous regardent. Tu n'as pas demandé à la dame de s'expliquer. J'ai demandé qu'elle s'explique. Elle dit que non, que constamment elle fait ça, mais elle est fatiguée. Que pour une fois, si elle lave les habits des enfants, le problème est où qui doit aussi quand même la laisser causer. Mais avec si elle sait à monsieur et qu'elle ne reste pas à côté, le problème est où est-ce que c'est un bébé? Oui, Que donc ça reste à côté de toi, que tu vas avoir l'appétit. Donc maintenant, à toutes les femmes là, comment vous gérez vos époux quand vous leur donnez à manger? Quand vous servez à table, vous commencez seulement à travailler sur WhatsApp ou vous attendez vos séries télévisées parce qu'on se connaît entre nous les femmes. Est-ce que quand vous finissez de servir, messieurs, vous sortez pour aller causer avec les voisins ou les voisines, de faire vos commentaires? Est-ce qu'on est toujours obligé de rester devant lui mais toi-même, pour voir ce qu'il mange? Tu as dit que tu appelles souvent mon beau bébé. Oui, souvent il appelle Nounous. Tu l'appelles bébé. Je ne voulais pas donner le nom là, on va toucher ces super bonbons. Tu l'appelles bébé alors pourquoi? Son petit nom là, son petit vrai nom c'est Nounous. Oh, tu m'obliges à dire ça sur le plateau, on va toucher. Il fallait dire ça à la femme là. Donc, moi elle donne tous les éloges. Trouve un petit nom à ton mari et là le reste ira. Non, pour les éloges il y en a, mais le problème c'est qu'elle doit participer. Pendant qu'il est en train de manger, elle doit le contempler, goûter même, lui dire les petits mots. Voilà. Que quand elle ne fait pas ça, il n'a pas l'appétit. Donc le kwanza, que tu n'as pas mangé, la papa, elle va chauffer ça, tu vas manger aujourd'hui. C'est une dame qui a besoin des conseils des téléspectateurs. Comment est-ce qu'elle doit gérer? Est-ce qu'au nom de l'amour, elle doit supplier son mari et commencer à rester à côté de lui quand il mange? Je ne sais même plus quelle question je vais poser, Père Momok. Quand vous avez... C'est déjà bon. Quand vous avez en face de vous un homme capricieux, comment est-ce que vous le gérez? Non, un homme exagérément amoureux de sa femme. C'est pas l'amour. C'est quoi? On n'appelle pas ça l'amour. Quand on aime, la femme n'est pas l'esclave. Non, tu as utilisé un mot difficile là. Tu as dit impose à sa femme. Il n'impose pas. Ça, c'est imposer. Tu peux voir sa femme. Que c'est un bébé. Tu es un père. Tu rentres le soir, madame dépose la nourriture. Il faut qu'elle reste là pour regarder. Alors, pendant que tu manges, elle regarde, elle te touche un peu. Elle te pose les questions. Pourquoi quoi? Je n'ai pas fait aux enfants, c'est à toi qui vais faire ta cour. Mais non, vous voulez trop. Vous en voulez trop. Et quand tu l'appelles alors mon bébé, c'est pour le tromper alors? C'est pour le flatter, les petits mots là. Les mots d'amour. Viens dire mon bébé là, la nourriture. Elle dit qu'elle ne peut plus faire ça. Non mais vous me sentez abattu sur ce plateau parce que je n'arrive pas à intégrer. Vraiment, il y a des hommes qui dérangent. Vraiment. Il y a des hommes qui dérangent. Eric, tu vas boire une bière. À un moment donné, quand même, il ne faut pas exagérément être exigeant. Je veux dire qu'à un moment donné, on vous a servi à manger, mangez. Donc, madame va venir monter la garde. Elle dit que mon bébé massait les orteils. Oui, mais tendance, c'est vous, monsieur, il faut poser. La limite de l'amour, c'est où? Miracle. Mettez alors la barrière. La limite de l'amour, c'est où? Non, mais les gens ne doivent pas être aussi exigeants. Non, donnez-nous la limite. Donnez-nous la limite. L'amour s'arrête où? Non, mais cet homme a la chance d'avoir une femme qui sert à manger, qui lui fait à manger. Et la femme n'a pas la chance d'avoir un homme qui ne mange pas dehors, qui dit que moi je veux manger à côté. Non mais bon, quand même, attention, je veux dire à un moment donné, quand même, il y a des choses que les gens doivent arrêter un peu. À un moment donné, il faut... Les femmes... C'est la femme qui doit l'amener donc à manger celle qui dort là. Les femmes ne sont pas des machines, les femmes ne sont pas des distributrices automatiques de bonheur et à tous les coups. Je connais ton goût, Eric, je vais te donner une après. Non, mais les gens doivent quand même cesser. Alors, moi, sincèrement, quand je le dis, c'est que quand tendance à raconter l'histoire, je voulais comprendre à quel niveau elle trouve que cet homme est un bébé, cet homme est capricieux. Oui, là, on est vraiment dans la matrice, le logiciel des hommes capricieux, des hommes qui trouvent toujours que tout est mauvais, qui trouvent que leur environnement n'est pas bon, qui se plaignent trop et beaucoup. Voilà. Alors, on va commencer par vous, Chalamel Bachou, ce matin, pour commenter l'histoire de ce matin, parce que je vous ai senti silencieux quand je m'offusquais de ce principe. Alors, moi, je vous écoute. Hein. Monsieur Eric, on vous écoute. Oui. Le temps s'arrête lorsque j'entre chez moi. Ça veut dire que si la montre est à 20h20, à partir de 20h20, le temps s'arrête. Parce que, monsieur Eric Fopoussi, on a 24 heures. Une journée, c'est 24 heures. Oui. Si pendant 24 heures, je fais 12 heures ou peut-être 17 heures hors de la maison, lorsque j'entre, le temps doit commencer à ce moment, monsieur Eric Fopoussi. Ça veut dire que lorsque j'entre, la femme n'a plus le temps de ses copines. C'est mon temps.
La femme n'a plus le temps de ces séries télévisées, c'est mon temps. La femme n'a plus le temps de faire autre chose. Elle doit s'organiser pour moi. Non, mais vous connaissant... Monsieur Eric Fopoussi, vous connaissant occupé, stressé, à réfléchir sur des stratégies, vous prenez le temps pour remarquer tout ce que vous dites là. Moi, monsieur, moi, je ne sais pas. Moi, je pose la question. Oui, on a le temps lorsqu'on n'a pas le temps. On a le temps lorsqu'on n'a pas le temps. Donc je trouve le temps de mon temps. Ça, rassurez-vous. Monsieur Eric Fopoussi, les plaisirs du mariage ne se prouvent qu'autour de 2 temps forts. La façon de déguster le repas. Monsieur Eric Fopoussi, si vous mangez, il y a le sable. Vous ne parlez pas, il y a le sable. Si vous mangez, vous enlevez les cheveux, vous déposez. Vous ne parlez pas, monsieur Eric Fopoussi. C'est une école. Manger avec sa femme, c'est une école. Et très peu de femmes le savent. Les femmes l'ont utilisé autrement pour la guerre. Elles ont plus utilisé ça pour... Monsieur Eric Fopoussi, détrompez-vous. Quand votre femme vous sert, elle vous suit. Elle vous guette, monsieur Eric Fopoussi. Elle connaît le niveau de la sauce. Elle connaît le niveau du riz. Quand elle disparaît derrière le rideau, elle vous regarde. Si vous mangez peu, vous mangez beaucoup. Je dis, elle vous regarde. Ne vous trompez pas, la femme vous suit. Aussi, vous mangez avec appétit. Attendez. Lorsque vous avez moins de problèmes, elle vous pique. Elle dit, je comprends pourquoi tu n'as pas mangé hier. Réponse, ça vient chercher quoi ici, là, maintenant, dans cette discussion? Monsieur Eric Fopoussi, les femmes sont des historiens. Attention, c'est le premier point. Donc, à ce niveau-là, mieux elle soit assis, monsieur, elle soit là devant moi quand je mange. Parce que le temps s'arrête. Je déguste, monsieur Eric Fopoussi. Entre 2 dégustations, comment était ta journée? Comment tu as passé ta journée? Bon appétit, mon cœur. Elle nettoie les commissures, monsieur Eric Fopoussi. Non, mais écoutez. Oui, oui, monsieur Eric Fopoussi. Oui, oui. D'accord. C'est ça le mariage, monsieur Eric Fopoussi. Attention, il faut que tu prennes de l'eau. Elle te sert de l'eau. Si vous êtes à table, monsieur Eric Fopoussi, vous mangez, et que vous avez un arrêt qui vous prend de travers, et que votre femme a omis de vous mettre l'eau, et qu'elle est en train de faire le Congo ça dehors, monsieur Eric Fopoussi, le temps de crier, vous allez mourir asphyxié. Il faut qu'elle soit là. Elle est de l'eau. Alors, qu'elle vous serve de l'eau, monsieur Eric Fopoussi. Ça paraît comique, mais c'est ça. Non, je vous dis, c'est ça. Je dis, ce que je veux relever, c'est que est-ce que quand un homme se marie, il devient un handicapé? Parce que moi, je pose la question. Je veux dire que si vous avez besoin de boire de l'eau, mais vous avez aussi de l'eau. Mais ça, c'est l'instinct de survie, là. C'est l'instinct de survie, là. Monsieur Eric Fopoussi, ça commence quand on est tout petit. Quand l'aîné dit, va, donne-moi de l'eau, qu'est-ce que la mère répond? Ce n'est pas ta femme. Attends, quand tu auras ta femme, tu vas l'envoyer. On éduque le garçon avec ça. Le garçon bantou est éduqué avec ça. Ne la tape pas, ne tape plus ta soeur. Attends, quand tu seras marié, tu vas taper sur ton enfant ou sur ta femme. Ne touche plus mon enfant. Ah oui! Le garçon grandit avec ça. C'est des notions qu'involontairement on met dans l'esprit du jeune garçon. Que je peux taper sur ma femme. Est-ce que pour autant... Je peux taper sur... Non. Est-ce que pour autant c'est bien alors? Monsieur, il faut aussi, je dis, c'est une éducation qu'on donne, ça coule dans les gènes du bantou. Monsieur, il faut aussi. Donc je suis chez moi, je m'assieds. C'est moi qui vais à la cuisine chercher l'eau. Attendez, monsieur, il faut... Vous voulez changer le monde? Je vais à la cuisine chercher l'eau. C'est dans une autre vie. C'est dans une autre vie, comme ça, les gens baptisent. Vous avez vraiment soif? J'ai dit, c'est dans une autre vie, monsieur le Fopoussi. Oui. Je ne connais pas ma propre maison. Je ne connais pas ma propre maison. Vous savez où l'eau? Je ne connais rien de ma propre maison. Je suis locataire, monsieur le Fopoussi. C'est la femme qui connaît la mère les fourchettes. C'est elle qui connaît la mère. La preuve, il faut voir quand un homme voyage, et quand la femme voyage, la femme va en congé, et qu'elle abandonne son mari dans la maison. À 2 minutes, le téléphone sonne. Allô? Oui, les couteaux, tu as laissé les couteaux de table où? Va à gauche, va à droite, monte comme ça, 3e niveau, sors ça de ce côté, utilise. Les hommes souffrent quand les femmes ne sont pas là, monsieur Fopoussi, parce que l'homme ne connaît pas la maison. Juste ses sous-vêtements, parfois, la femme a des lieux où elle conserve ça, monsieur Fopoussi. Donc, l'homme est locataire et elle est ministre de l'Intérieur. Il faut que chacun gère son rôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Fopoussi, le plaisir de la vie, du mariage, tourne tout autour des moments, de ces moments que l'on éprouve auprès de l'autre, des plaisirs que l'on éprouve. Quel est le plaisir qu'une femme a si elle ne regarde pas son mari prendre son bain? Quel est le plaisir qu'une femme peut avoir
si elle ne voit pas toute la dextérité, l'élégance avec laquelle son mari s'habille le matin, comment il noue sa ceinture, il met son démembrement, il essaye, il met telle chaussure, ça ne va pas. Quel peut être le plaisir, monsieur Fopoussi, de voir, ce sont ces petits moments qui font le mariage. Vous entendez la femme sur la couverture dire, tu aimes trop te vanter, tu crois que tu as encore tes 17 ans, ça fait un petit débat, ça crée, non, ta chemise là ne me plaît pas, change-la. Donc, monsieur Fopoussi, une femme qui sait et qui disparaît n'aime pas son mari. Elle n'aime pas, elle ne vit pas le mariage, monsieur Fopoussi. Pour elle chercher à se débarrasser de ce monsieur. D'accord. Ok, Charles, c'est compris. Alors, Karine va également dire son mot sur cette histoire. C'est vrai que on a commencé très fort hein, avec ces mots durs, propos vraiment très durs pour cette femme. Vous direz quoi? Vous avez voulu trouver des circonstances atténuantes? Dans l'histoire que nous raconte Tendance, la femme n'était ni au téléphone, ni en train de papoter avec une voisine. Elle était en train de faire la lessive, qui plus est pouvait être celle de son mari. Des deux côtés, c'est une activité. Regarder son mari manger, c'est une activité. Laver les vêtements, c'est une activité. Pourquoi ne pas sacrifier ce temps-là? Puisque vous avez encore la chambre, passer du temps ensemble. Pourquoi ne pas sacrifier ce moment-là pour faire sa lessive? Moi, je ne comprends pas trop pourquoi on veut rendre un fait de 30 à 15 minutes criminel alors qu'il ne l'est pas du tout. Cette situation est simple. Alors, quand une femme généralement, elle vous sert à manger et elle disparaît, ça veut dire qu'il y a d'abord un problème entre vous. Si elle disparaît pour ne rien faire, si c'est devant la télé, si elle manipule le téléphone, c'est qu'il y a un problème entre vous et elle souhaite que vous le sachiez. Oui. Mais si elle est en train de faire la lessive, rien d'avoir, ce n'est pas un problème. C'est juste une activité qu'elle aurait dû faire mais qu'elle n'a pas pu. Mais il faut qu'elle attrape le temps. Est-ce que vous aimez vous coucher et la laisser en train de faire la même lessive? Ok, vous voulez aller vous allonger dans votre lit, attendre votre femme pendant 3 heures pendant qu'elle fasse la lessive? Mais qu'est-ce que vous cherchez au final? Parce que vous en demandez trop, tellement vous en demandez que, à un moment donné, la femme commence à faire des erreurs sans savoir que ce sont des erreurs parce qu'elle veut éviter de faire ci, et il faut qu'elle évite de faire ça, il faut qu'elle évite. Maintenant, parfois, elle vous regarde comme ça, il n'y a pas d'intérêt. Elle ne regarde pas pour le regarder. C'est pas une activité qu'elle le fait comme si c'était un truc professionnel. Elle le fait avec plaisir. Mais si ce jour-là, elle a une autre activité, mais qu'elle va à son autre occupation. D'accord, c'est compris. Ok, d'accord, c'est compris. On a des petits qu'en mangeant même. Il y a des femmes même qui ne mangent pas, M. Fopoussi, qui ne mangent pas, qui attendent le retour de leur mari pour manger avec son mari. Parfois, c'est quand l'homme même commence à manger que la femme a l'appétit. Parfois, c'est quand la femme est devant l'homme que l'homme a l'appétit. Il y a des gens qui ne trouvent l'appétit qu'avec les gens, qui n'ont pas besoin d'être seuls pour manger, M. Fopoussi. Ce sont des gens exceptionnels, j'ai envie de dire. Alors, pour Bengan, vous également sur l'histoire de ce matin. Non, moi, il y a beaucoup de choses qui sont relevées. Moi, je vais retenir une seule. D'accord. Que signifie le repas dans le milieu africain? Vous avez vu, parce que précisément tout le monde a voulu mettre un contenu que même pendant les obsèques de quelqu'un, on a transformé le repas en n'importe quoi. Ici, l'histoire qui nous interpelle aujourd'hui montre la signification du repas dans la vie de couple. On vous a dit, quand les gens s'asseyent, qu'est-ce qui unit les gens? C'est le repas. Apparemment, même Jésus, que vous avez dit, repas. Il a pris le dernier repas. En donnant. Et c'est apparemment à ce moment qu'il a institué la Sainte Seine ou quelque chose comme ça. Le repas en famille, la femme ne doit le servir que si elle est là. Si elle n'est pas là, elle est occupée, elle s'explique. Elle s'explique. Ça n'a rien à voir d'autoritarisme, d'impérialisme ou de dictateur, rien du tout. Justement, c'est même ça la signification. Je vous raconter ici l'histoire d'un pasteur, lui qui avait d'ailleurs excommunié Oumniobe en 1954, Joseph Thiegambogol. Il était à mission de l'église protestante, la protestante américaine qui est devenue église presbytérienne camerounaise en face du commissariat du 2e arrondissement à Douala. Quand il était rentré de Foulassi, il devait se marier. On l'a emmené vers une fiancée. On laisse les deux départ. Sa fiancée a fait 5 prunes. Elle a mangé 3. Il lui a donné 2. Après, il est venu dire à son parrain qui l'accompagnait, il dit que papa, cette femme-là ne peut pas l'épouser. Il a pris 3 prunes, il a mangé, il m'a laissé 2. Ce n'est pas une femme.
c'est au niveau des repas. Bon. Lui, je vous prends un C'est autre juste cas. une femme un peu gourmande, quoi. Ah, gourmande ou Qui a pas, beaucoup d'appétit, justement, quand même. c'est une femme qui ne sait pas ce qu'on appelle repas et comment on donne un repas dans la famille. Et Charles Amel a dit, je termine, c'est un autre préfet, il vit encore. Il s'appelle Martin Batana. C'est un vieux. Lorsqu'on me consacre un bonbon, il m'a dit, on vous a appris beaucoup de choses, bonbon, mais tu es mon fils, tu seras mon père demain, quand tu seras bonbon. Il a près de 90 ans maintenant. Il me dit, il faudra toujours te rappeler et dire que la femme chez qui j'habite. Donc, quand vous habitez chez quelqu'un, donc elle doit être là. Quand elle est en train de faire une lessive, qui est une bonne chose, tu dis, mon bébé, s'il te plaît, commente là, je suis en train de faire la lessive là parce que les enfants vont rentrer bientôt. Elle doit s'expliquer. Et c'est même ça qui apporte l'harmonie. Il n'y a rien de dictatorial à cela. C'est ce que les gens voudraient répéter n'importe comment. Et le mariage, c'est le ventre, le bas-ventre. Vous prenez des choses n'importe comment sans y donner la signification réelle. Un homme ne doit pas manger seul. La femme doit s'expliquer si elle n'est pas là. Bon, après... J'ai dit c'est un devoir. D'accord, non, pour la femme, c'est un devoir. Vous ne le faites pas. Mes chères filles, sachez que vous avez raté le devoir. Vous avez raté ce devoir. Ok, d'accord. Bon, on va dire d'accord. Hein. Tendance également... C'est trop demandé, Eric. Oui. C'est trop demandé. D'accord. Cessez de pousser vos épouses à bout. Retenez que quand une femme prend sur elle de faire les maîtres traditionnels, c'est pas amour. C'est pas toutes les femmes qui savent faire ça. On te fait le kwanzap. Que là-bas à la gare routière de Tchampou, il faut voir comment les ministres gardent là-bas le kwanzap. Il faut voir comment les bobos, les boss se mettent en rang pour manger le kwanzap là-bas parce que leurs épouses ne savent pas préparer. Parfois les femmes de ménage. C'est une faute grave. Lourde. Une femme qui a épousé, même si elle est moundang, elle a épousé un tchang, elle doit apprendre la nourriture traditionnelle. Ce n'est pas une faveur. C'est pas toutes les femmes qui savent préparer ça. Elle doit donc quitter le mariage. Mais quand la femme prend le temps d'aller au marché, c'est un manque de respect total. C'est même un faux débat. C'est même un faux débat, mon beau. Pourquoi tu veux que madame souffre? Non, ma fille, même si c'est une Allemande, même si c'est une Allemande qui épouse un tchang, il doit pouvoir préparer. Non, épiler le kwanzap. Je me souviens, la dernière fois qu'elle mangeait le kwanzap, c'était chez madame Kamake Hortense. C'est la dernière fois qu'elle mangeait là-bas. Et pour piler ça, il faut avoir la force. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas piler ça. Il faut... Mais Eric, comment? Et monsieur rentre le soleil dit... La même femme peut manger les pizzas si elle est avec un... Monsieur rentre le karma le soir, au lieu de dire, ouais bébé, ouais merci chérie pour tout ce que tu fais pour moi. Non, il impose que tu dois rester à côté de lui pour le nourrir. Monsieur Eric Fopos, est-ce que vous savez que la façon avec laquelle la femme a préparé la nourriture, pendant que vous dégustez, vous pouvez savoir si elle vous a empoisonné ou pas? Pourquoi arriver au niveau du poison? Pourquoi arriver? Ça, c'est vous savez, monsieur il faut pas dire ça. À chaque cuillerée. Vous avez beaucoup lu. À chaque cuillerée, on a été formé. À chaque cuillerée que vous prenez, vous regardez votre femme. Sa façon de vous regarder, de froncer les sourcils, les débats et les sujets qu'elle cause. Parfois, quand vous êtes en train de manger, vous soulevez un débat, la femme est perdue. Déposez la cuillère. Discutez avec elle. Faites très attention. Comme on vous parle du repas, c'est pendant le repas que beaucoup de choses, des mystères sont passés, monsieur. D'accord. Dans ce cas, si je lave les habits, là, alors je finis, viens rester à côté de lui. Oui, mais tu t'expliques, ma fille. Ouais. Si mon beau-fils vient te plaindre de 5 jours, c'est que tu vas me faire la honte. Non, du côté là, pour ton beau. Tu lui dis que non, bébé, et s'il te plaît, commence à manger, je finis vite la lessive, j'arrive. Lui, il connaît ma force de frappe. Alors. J'ai mérité pour être avec lui, ça se mérite. Il fallait le dire à ta copine. J'ai mérité, mais quand même les hommes doivent aussi être... Ils doivent être compréhensifs. Le mariage se mérite. Il faut être... Vraiment, prenez la peine d'écouter vos épouses. On vous aime, mais vous nous faites souffrir quand même. Très bien. Ok, on va lire quelques messages à la suite de ce débat sur le sujet, l'histoire du jour de ce matin. Avec vous, Karine Santia.
À chaque couple, ses problèmes. Si sa part, c'est uniquement regarder son mari à table, qu'elle s'en réjouisse, car elle n'aura pas à se plaindre des infidélités sordides, tardives, et j'en passe. C'est cette femme évite de chercher l'époux sur une calvitie. Qui écrit le message? Le message n'est pas signé. C'est bon. Ça veut dire que c'est un monsieur qui ne mange même pas avec ses collègues. Voilà. Il dit non, madame, j'attends, je vais à la maison. Il y a des messieurs que j'en connais, qui ont un appétit de loup, hein. Ils peuvent manger 3-4 plats que même au restaurant et rentrer chez eux manger avec autant d'appétit que les 3 autres plats mangés au restaurant. Rare. Ça existe. Une heure plus tôt, hein. Ça existe, mais c'est rare. J'en connais. Donc, la femme a la chance que son mari l'aime beaucoup. C'est pas donné à n'importe qui. Bachirou. Merci, nous Bachir. écrit. Il l'aime pas, il n'y a pas l'amour dedans. Merci, Bachir. D'ailleurs, je connais un monsieur qui a un estomac qu'il a divisé en parts. Il y a la portion 50%, une première portion, il y a une portion 25%, une portion 25%. 50% c'est quand il mange à l'extérieur, il y a 25% pour la maîtresse et 25% autres, c'est pour la maison. Donc quand il arrive, il mange avec appétit les autres 25%. Donc ça veut dire que il y a des hommes qui ont réussi à compartimenter leur estomac pour manger avec autant de plaisir partout où ils vont. Excusez-moi, je vois que si la femme décède, tout va s'arrêter pour l'homme. Plus jamais il ne va manger et prendre sa douche et que sais-je. Changer cette mentalité-là. Voilà. Qui signe le message? Voilà le message n'est pas signé. Non. Voilà le message intéressant. On dit justement un Bantou, c'est un homme équilibré. Oui. Et il est équilibré parce qu'il a une épouse à côté. Et ça, on ne dit pas quand il n'est pas là. Il y a quand même un niveau de dépendance qui frise la maladie. Hein. Il y a des hommes qui sont tellement dépendants de leur épouse que lorsque celle-ci n'est plus là, vous voyez, ils sombrent dans la dépression. C'est mauvais en quoi? Justement, puisque le mariage, c'est toute la famille. Quand votre épouse vous quitte ou finit par disparaître, la même famille se réunit. On dit que non, mais cet homme, notre fils, il aimait son épouse, on ne peut pas le laisser seul. Justement, c'est ça qui marque, c'est le point fort de la société. Quand vous dites la société, c'est cette solidarité qui fait que les membres de cette société-là puissent se comprendre et s'entraider. Rappelez-vous des propos de Frère Fauchivé lorsqu'il a perdu sa femme. Il a dit comme elle est partie, ma part s'arrête là. C'est elle qui... Et qui ne connaît pas Fauchivé dans quel titre? Qui ne connaissait pas Alice, je me rappelle, c'est sa maman Alice. Elle classait les habits de ce monsieur de lundi à vendredi, savait ce qu'il portait. En termes de repas, chaque jour était un repas. Il connaissait. Voilà une femme qui était auprès de son mari, monsieur Eric Fopoussi. Donc, cette dépendance-là, vraiment... Bon, cette dépendance est souhaitable, d'après vous. Ok, c'est compris. On va dire... dire une dépendance négative. Voilà, allez-y, Karine. La femme peut être occupée, mais ça dépend de la façon dont elle parle à son mari. Jean-Louis Nguichoué, de Lagdo. Oui, tout à fait. Il a raison parce qu'il y a quand même des femmes qui exagèrent dans leur manque de respect vis-à-vis de leur époux. Et ça crée justement ce type de plainte qu'on a ce matin avec l'histoire de ce matin parce qu'une femme, elle va s'en foutre, elle s'en fout de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. Mais il y en a même, après avoir fini sa lessive, elle achète une bière, elle vient manger la nourriture que vous avez laissée en sifflotant. Voilà. Et puis ça revient à ce que Karine a dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui prennent cela pour un vrai devoir et s'en débarrassent. Ça veut dire que pour elle, faire à manger pour son mari, c'est une corvée, c'est un calvaire. Quand vous arrivez, elle vous sert avec des aventures pour s'en débarrasser. Monsieur Nicopoussi, votre mari peut rentrer chez vous, vous avez préparé, il estime que ce que vous avez préparé n'est pas à son goût. Il demande à manger un autre repas. Il met ce qu'il faut pour le faire. La femme, sans aucune hésitation ni remue, se met à la tâche. Alors, vous soulevez là une question conflictuelle. Ce n'est pas conflictuel. Je peux vous dire que dans les couples, il y a des femmes justement qui trouvent cela inacceptable. C'est leur problème. Elles ne savent pas ce que c'est que le mariage. Donc, justement, de la même manière, vous n'avez pas le droit de refuser le repas que vous offre votre femme sans explication. Attendez un peu. Je vous dis ça, vous avez à lui expliquer pourquoi vous ne mangez pas. Donc, Père Bobo, tu rentres à 2 h du matin. J'ai par exemple le poisson au frigo. Tu dis, ma chérie, veux le poisson, grille-moi ce poisson avec le piment. J'ai tous les ingrédients à la maison. Il me lève à 2 h du matin. Avec amour.
pour te faire le poisson. Avec amour et souris. Je vous l'avais dit. Amour et souris. Ce n'est pas l'esclavage. Je vous l'ai dit, c'est une question très conflictuelle. Et même n'est pas conflictuelle. Parce que vous êtes dans le logiciel occidental. Si vous êtes dans le logiciel africain, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de conflit. Voilà, merci. On va arrêter là pour ce débat matinal à propos de l'histoire du jour. Tout de suite, prenons l'autre articulation, plat de résistance, cette fois-là, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du dysfonctionnement de la justice au Cameroun. Justice à 2 vitesses, justice à 1 vitesse, ou encore justice au réducteur amorti. Quelle est l'identité de l'homme qui apportera la célérité dans la gestion des affaires de la justice camerounaise? Savez-vous qu'assister à une audience dans nos tribunaux demande un trésor de patience et de tolérance pour des raisons souvent peu connues du public? Une audience prévue à 10 heures démarrera à 15 heures. Pourquoi? Dieu seul sait. Pourtant, le conseil de la magistrature, lorsqu'il vient siéger, on établit, on critique, on évalue, on conclut, mais après, ça s'arrête là. Trop de bavardage. Savez-vous que le Cameroun compte environ 1500 magistrats pour 23 millions de Camerounais? Savez-vous que les audiences dans les tribunaux du Cameroun ne sont pas faites pour les adeptes de la ponctualité? Quel est l'intérêt qu'ont les dirigeants de ce pays à ne cesser de dire dans leurs différents discours que la justice camerounaise est lente? Parcourez l'ensemble des discours faits par Mekobe Daniel, par Mekobe Son et Daniel. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque rentrée, c'est les mêmes problèmes. Justice populaire, justice, les gens s'écartent de la norme. Il faut revenir, la lenteur de la justice. Mais après, qu'est-ce qui est fait? Rien. Comment comprendre le fait que certaines audiences aient une durée ne dépassant pas 5 minutes et se succédant parfois à un rythme déconcertant, violant conséquemment plusieurs dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et mettant à mal les droits de la défense et les principes de débat contradictoire ainsi que la présomption d'innocence? Comment comprendre l'absence d'informations à donner aux prévenus sur leur droit de se faire assister par un avocat ou de garder silence lors des auditions lorsqu'elles auront eu lieu? Comportement qui va à l'encontre des dispositions de l'article 116 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Comment comprendre la plus que trop absence devant le tribunal des plaignants à témoins à charge et témoins à charge, autant pour moi? Comment comprendre la non-fiabilité de l'identification des accusés, âge, nom, du fait de l'absence chez de nombreux prévenus de papiers d'identité et de la non-possibilité de présenter des actes de naissance du fait de la rapidité des procédures? Ainsi va la justice camerounaise. Comment comprendre le fait que la justice camerounaise se trouve constamment obligée de se contenter d'informations orales des prévenus? Comment comprendre la non-consultation du casier judiciaire des suspects avant la condamnation à des peines de prison et l'impossibilité de connaître le passé pénal des prévenus du fait de la rapidité des procédures? Comment comprendre le fait que les prévenus accusés de manifestations sur la voie publique, attroupement, pillage et vol, destruction et incendie, port d'armes, rébellion en groupe ou violence à fonctionnaires ont été jugés ou sont parfois jugés de manière expéditive, bien qu'ils aient pour la plupart plaidé coupables? À quoi ça sert-il donc de plaider non coupable si votre sang est scellé davantage? Comment comprendre la non-signature des procès-verbaux d'enquête par les accusés, le non-établissement des procès-verbaux par les procureurs, le non-respect du droit des prévenus de préparer leur dossier judiciaire, le fait pour les prévenus de n'avoir généralement pas le temps de préparer leur défense comme le stipule l'article 300 du Code de procédure pénale?
Comment comprendre le non-respect des procédures dans la rédaction des procès-verbaux? Comment comprendre le fait qu'on attribue des dizaines et des dizaines de rôles à un seul magistrat, sachant que chaque rôle implique 4 à 5 personnes qu'il faut absolument rencontrer? Savez-vous qu'au tribunal de grande instance de Yaoundé, par exemple, il y a moins de 24 magistrats dans une ville qui compte 7 communes et qui n'a que 3 tribunaux qui doivent jouer le rôle des 4 autres qui n'existent pas encore? Le Cameroun compte finalement 5 magistrats pour 5 000 habitants. Et savez-vous que les procès-verbaux sont dans la plupart du temps dressés par les officiers de police judiciaire et non par le procureur de la République, comme l'exige la loi? La preuve, le dernier cas en date, celui que vit désormais le MRC, peut être à suffisance un cas atypique de la façon avec laquelle la justice camerounaise se comporte. La colère de Charles Amel Bachou ce matin, madame, monsieur, nous permet de mettre en relief l'indépendance de la justice au Cameroun avec ce qu'on pourrait qualifier d'inféodation de cette justice-là à l'exécutif, les juges qui sont donc inféodés aux autres de l'exécutif. Je vais juste vous mettre en relief cette image qu'on a tous eue hier aux États-Unis pour vous montrer là vraiment l'expression même d'une justice indépendante avec Michael Cohen qui, comme vous le savez, est l'ancien avocat du président américain Trump. Michael Cohen qui a dit hier devant les juges, et ça de manière assez claire et sans pression, que Trump est un escroc, Trump est un menteur. Il est passé, il a dit tout ce qu'on peut imaginer. Imaginez-vous qu'au Cameroun, un ancien collaborateur du président camerounais se retrouve devant la justice et tient ce type de propos. Je ne vous dis pas, d'ailleurs, aurait-il la chance de bénéficier d'un procès équitable? C'est la question qu'on peut se poser pour comparer les systèmes judiciaires d'un pays comme l'autre, pour voir dans quel trou, dans quels abîmes nous sommes plongés dans ce pays avec cette justice-là. Bon, Bégan, je commence par vous pour recueillir votre lecture, votre analyse de cette question. Non, je pense une ou deux petites choses. La première chose, je pense que la conclusion, par exemple, je ne sais pas comment on appelle ça en termes juridiques, les propos du premier président de la Cour suprême lors de la rentrée solennelle de la Cour suprême du 21 février 2019 dernier, ça a été, j'allais dire, c'est une leçon pour vous qui êtes juriste, vous allez nous dire un peu plus. Le premier président de la Cour suprême a terminé son propos par 2 citations. D'abord, Lacordaire qui dit, je cite, « C'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit ». Fin de citation. Mais il dit, méfions-nous. Il cite à ce moment-là Montesquieu. Je cite, « La liberté est le droit de taire ce que les lois permettent ». Bon, fin de citation. Donc, en fait, dans le propos du premier président de la Cour suprême, M. Daniel Makobe-Sonnet, il parle de la démesure dans les libertés publiques. Donc pour lui, le citoyen s'est permis un certain nombre j'allais dire, d'actes qui vont au-delà de ce que la loi encadre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il a cité un certain nombre de choses. Sauf que l'année dernière, il a tiré également notre attention, parce que je prends sur lui parce que c'est la plus haute juridiction, sur ce qu'on appelle justice privée, que nous parlons de justice populaire. Donc, d'un cas comme de l'autre, il nous demande d'avoir confiance en notre justice. Peut-être vrai, mais sauf que, est-ce que, là il y a toujours ce débat, je pense que c'est notre consoeur Kalalobé qui avait commencé à relever ces choses-là en 2018, parce que ça avait atteint un niveau lors de l'opération Pervier. Il dit, on a l'impression, là je cite Suzanne Kalalobé, qu'il n'y a pas de présomption d'innocence au Cameroun. Il y a plutôt de présomption de culpabilité. Donc, voilà un peu ce qui, de mon point de vue, et je corrobore cette analyse de Suzanne Kalalo, qui dit qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Donc, de toutes les manières, vous voyez même comment les juridictions sont en train en fait, je ne dis pas se jeter les balles, mais sont embarrassées
faut-il juger le MRC exergé au tribunal militaire ou au tribunal civil? Bon, là, ils auront le temps de répondre. Mais au moins, le problème qui se pose, c'est que le citoyen camerounais ne s'est pas encore réconcilié avec la nation camerounaise. C'est-à-dire que nous ne nous reconnaissons pas véritablement dans les décisions que rendent les présidents des cours. Puisqu'en fait, ils rendent les décisions au nom du peuple camerounais. Il n'y a pas longtemps, un avocat a failli s'immoler ici parce que quand un avocat lui dit « mais ce que je vois là, c'est pas possible ». Donc, et quand ce sont ceux qui sont, je veux dire, ils ont prêté serment de rendre la justice au nom du peuple, ils n'écoutent plus ce peuple-là. D'accord. Donc, c'est là, je vois l'embarras qui nous entoure, nous tous aujourd'hui, malheureusement. Et quand même le président de la Cour suprême est dans cette logique-là, bon, je ne sais pas. Mais je termine par un propos. Dernièrement, pour que disait d'ailleurs Mbouamassouk, moi j'aime citer, il est interpellé parce qu'il voulait déboulonner la statue de maréchal Leclerc. Quand on l'interpelle, il est convoqué au tribunal à 7h30. Il arrive à 7h40. Mais le procès s'ouvre à 14h10. Il demande au juge de s'excuser. Ça a fait 2 heures. Donc, Mbouamassouk dit, si vous ne vous excusez pas, je ne parle pas. Moi-même, je suis venu en retard, mais il n'y avait personne là pour m'excuser. Mais vous m'avez convoqué à 7h30. Si vous saviez que vous allez m'appeler à 15h20, il fallait me convoquer à 15h20. Donc, vous ne pouvez pas m'appeler à 7h30, vous venez à 14h10, vous m'appelez à 15h20. Expliquez-vous. D'autres choses, il dit, voilà, on lui demande de prêter serment lorsque le débat passe. Il dit, je ne peux prêter serment ni sur la Bible, ni sur le Coran. On lui demandait de choisir. Voilà donc des choses. Ok. Alors, mais, vraiment, pour revenir sur cette question de la démesure dans l'expression des libertés au Cameroun que relève Daniel Mekobe-Soné, le premier président de la Cour suprême, il faut dire que cela rentre dans une logique, dans un climat au Cameroun où on sent bien qu'il y a une volonté de la part du pouvoir de restreindre de plus en plus les libertés, l'expression démocratique telle que consacrée par la Constitution. Je voudrais juste dire que le juge judiciaire c'est un concept de droit, est normalement le juge des libertés. C'est un principe de droit. Le juge judiciaire est le juge des libertés. C'est consacré. Et d'ailleurs même, le code de procédure pénale fait de la garde à vue une exception. Je dis bien une exception et pas la règle. Mais on se rend compte qu'au Cameroun, c'est plutôt la détention qui est donc au final la règle et la liberté qui est l'exception. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On avait dit ça de M. Amadou Vamoulke. Oui. On ne savait pas, il n'avait pas de résidence connue à Yaoundé. Donc on ne peut continuer comme ça dans un registre comme celui-là. On doit également reconnaître qu'il y a dans ce pays des magistrats qui sont de très bons magistrats, qui font le travail comme il faut, mais on ne peut pas occulter le fait que c'est un corps qui reste gangréné par la corruption. Voyez juste les rapports de la CONAC, les récents rapports de la CONAC, c'est un corps qui reste dans le sommet des hit parades, des corps qui sont dont la corruption a une pénétration forte au Cameroun. C'est regrettable, on doit pouvoir en sortir, on doit pouvoir dénoncer pour que l'on comprenne justement que l'urgence au Cameroun maintenant, c'est d'avoir une justice, un pouvoir judiciaire qui joue son rôle de contre-pouvoir. Les Américains appellent ça politique de check and balance. Ça veut dire que face donc à l'exécutif, face aux autorités administratives, on doit pouvoir en tant que citoyen se réfugier auprès du juge pour qu'on nous rende justice. C'est bien cela, un principe républicain. Et d'ailleurs, je voudrais justement convoquer, comme l'a fait le président de la Cour suprême Montesquieu, dans l'esprit de loi, qui consacre justement cette séparation des pouvoirs, avec le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, qui doivent être dans une logique d'entre-pouvoir et surtout de contrebalance, de contrepoids. C'est de ça qu'il s'agit pour notre pays. Et là, Chalabel, votre chronique revient à suffisance sur l'état, sur cette lenteur, le temps de la justice qui est très long au Cameroun. Vous avez dit, vous avez relevé ici l'effectif assez réduit de magistrats. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Donc il y a des réformes à faire pour que ce corps-là puisse jouer son rôle et comme l'a dit Boro Bengan et comme le dit la Constitution camerounaise, de rendre la justice au seul nom du peuple camerounais,
Et de commencer par les prisons. Oui. De commencer par les prisons et voir les gens qui sont vrai. là des années qu'on n'a pas jugés. Je sais pourquoi il dit ça. Souvent, il n'y a pas de Tu vois le sourire. gars qui a fait 10 ans en attendant. 10 ans, oh, j'ai oublié son nom. C'est Tchakam. C'est Tchakam. Monsieur Tchakam. 10 ans, on ne l'a même pas encore Donc les jugé. prévenus sont plus nombreux en prison que Oui, Que les prisonniers. moi, c'est une proposition. Et si on pouvait rechanger tout, dans toutes les prisons, dans tous les 10 régions du Cameroun, les prisonniers souffrent. Les gars qui sont là, qui va leur juger? Personne. Aujourd'hui, c'est au paquet. Demain, on ne les appelle pas. Demain, on renvoie. Après-demain, pour ceux qui ont même la chance qu'on les appelle. On renvoie et on dit renvoie à 2 mois. Deuxième mois, non. À 3 mois, 3 mois, à 2 ans, à 2 ans, à 3 ans. Entre-temps, quand on vous condamne, vous donne encore peut-être 10 ans. C'est pour ceux qui ont la chance qu'on les condamne. Mais les autres années, d'abord, on oublie. Ce n'est pas sérieux. Donc, papa, mamie, je ne pas. Je sais comment ça se passe dans les prisons parce que les prisonniers là sont mes amis, Et je pense mes enfants. Tu vois un enfant qui est entré en prison et quand il avait 16 ans, parfois problème de drogue, on ne l'a pas jugé, il a abandonné à lui-même. Il est là comme si... C'est devenu sa maison même. Il a de la peine à penser qu'il la famille aime d'ailleurs décourager. Personne ne le gère et on l'appelle pas au parquet. Non. Oui. Il y a un candidat à la précédente élection présidentielle, la dernière, le 17 octobre dernier, qui proposait justement sur les réformes du milieu carcéral au Cameroun qu'on puisse sortir cette compétence au ministère de l'AT pour envoyer cela au ministère de la Justice, comme on le fait partout dans le monde. Ouais. C'est normalement le ministre 15 ans de prison, garde des Sceaux qui doit gérer les prisons. Ouais. Ce n'est pas une compétence qui doit être dévolue au ministère de l'administration territoriale. Donc, c'est des questions qu'on peut éplucher pour pouvoir faire des réformes et aider la justice camerounaise à être une justice digne de ce nom et digne de foi. Madame, Messieurs, c'est ici qu'on met un terme à cette première partie de l'émission. Nous serons de retour dans quelques petites minutes, le temps d'une respiration. À tout de suite. Monsieur, pour cette deuxième partie du 10-12 le Zénith, avec beaucoup de souris parce que on va ouvrir un long espace consacré au message que vous nous envoyez, donc en réaction au sujet que nous développons sur ce plateau. Donc pour cette deuxième partie, je tiens à rappeler que nous sommes le 28 février 2019 et que nos pensées vont à l'endroit de ces Camerounais qui ont perdu la vie en 2008 lors de ce qu'on avait qualifié un peu pompeusement d'émeute de la faim, même si ce n'était pas exactement ça. Mais on va dire que on a une pensée pour tous ces Camerounais qui ont perdu la vie lors de ces émeutes. On va également penser à la France qui fête ce 28 février 2019 son centenaire de présence au Cameroun, puisque la France a mis ses pieds au Cameroun, je parle un peu trivialement, en 1919, voilà, pour que tout le monde comprenne, pour qu'on soit au même niveau d'information. Karine Sontia, c'est à vous, allez-y. La justice camerounaise est plus que politisée et au service de l'exécutif. Comment le professeur préside le Conseil supérieur de la magistrature? Le président préside le Conseil supérieur de la magistrature. Où est passé le principe de la séparation des pouvoirs? Franklin Nonkam. C'est de ça qu'on parle. Et j'ai tout à l'heure évoqué le cas aux États-Unis. Vous pouvez imaginer aux États-Unis qu'on ouvre une enquête sur un président en fonction. C'est quelque chose qui est encore inimaginable au Cameroun, cette parfaite séparation des pouvoirs, d'ailleurs avec un président de la Cour suprême qui est lui aussi nommé de manière quand même très forte puisqu'il doit bénéficier de l'accord du Sénat pour être président de la Cour suprême aux États-Unis. Il y a des postes aux États-Unis dont la nomination ne relève pas seulement du président seul, donc il doit bénéficier, il doit pouvoir donc avoir l'aval du Sénat d'un nombre de sénateurs bien définis. Les États-Unis sont indépendants depuis 1779. L'exemple de la démocratie au monde, El Hadj Boubacarry depuis Etoudi à Yaoundé. Oui, tout à fait. Alors, il y a même un débat que les gens créent souvent et j'ai envie qu'on revienne là-dessus. Lorsqu'on parle des droits de l'homme, beaucoup souvent prennent les États-Unis comme une nation qui n'a pas donné des leçons à nos autres États. Je veux dire, mais lorsqu'on parle de valeurs, il faut le respecter, pas parce que telle personne le dit que ce n'est pas crédible. C'est une vérité qu'on doit préserver dans ce pays. Les droits de l'homme, c'est une vérité.
Oui, allez-y, Karine. Les femmes font même en sorte qu'on parle mal d'un couple. Jusqu'à un vieillard dit, si vous cherchez le problème, mariez-vous. Même si une femme est reine ou ministre, elle doit être la face à son mari pour acheter sa tête. Sinon, je sais pas trop, je ne comprends pas trop la suite, mais la personne a écrit son nom d'une manière que j'arrive pas à lire. Donc, on va dire non indéchiffrable. Oui, non indéchiffrable. Ce papa a largement raison. Dans un couple, la femme a comme devoir de savoir faire tous les repas que son homme aime, même si elle ne fait pas partie de la même tribu que lui. Elle doit tout apprendre. Marius à WhatsApp. Là, c'est Bombok, hein, Bombok. C'est papa. Ça peut faire un Bombok. C'est papa a raison. Non, mais écoutez, en réalité, c'est une logique. Ça veut dire que si vous épousez, je ne sais pas, un Chinois ou un Pakistanais, vous devez apprendre à faire les nouilles. Je ne sais pas ce qu'ils mangent. Les nouilles sucrées, là. Voilà. Mais l'entour des Chinois, c'est Dieu et Eric. J'étais en Chine, j'ai goûté. Je n'ai pas pu. J'ai cherché les restaurants africains en Chine. Tout à fait. Il faut les trucs qu'on tourne comme... Pour moi, ça n'a pas le goût. Pour manger chinois, c'est très dur. Voilà. Être aimé est difficile. Le mariage est partagé ensemble et savoir le défaut de ton partenaire est la réussite du couple. Qu'elle serve son mari pour être joyeuse dans son mariage. Tonton Beko. Au contraire, c'est être aimé qui est une chose facile. C'est précisément parce que c'est tellement facile que les gens trouvent que ça devient compliqué. Parce que dès le bas âge, on ne veut plus apprendre à nos enfants comment aimer. C'est ça. Charles Lamel l'a dit tout à l'heure. Quand vous dites aux garçons, ne tapez pas sur vos sœurs, vous leur donnez les explications. C'est d'abord ça. Vous devez les protéger. Et dans nos familles, ça se passait comment? Je vous dis, même dans la répartition du travail, il y a des travaux dévolus aux garçons. On dit, vous ne pouvez pas aller au champ et laisser ta soeur porter tel bagage. Vous ne pouvez pas. C'est vous le garçon qui devez. Donc, quand cette de protection commence, et la fille aussi, on lui dit, quand vous rentrez, voilà. Ça commence par là. Mais aujourd'hui, on dit, mais non, chez moi, tout le monde fait tout. Tout le monde fait, mais d'accord. Mais sauf qu'un garçon ne portera jamais de grossesse. Non, on ne sait pas, hein, avec l'évolution scientifique. Non, c'est avec l'évolution scientifique. On ne sait pas. Voilà. Ça veut dire qu'on va transformer donc le monde. Non, c'est pas. La science évolue. La science n'évolue pas, la science, elle est là. C'est pour ça que les vrais savants disent toujours, j'ai découvert. Parce que on dit l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. On dit même que seul l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Vous avez tellement raison. Mais je veux juste te dire que peut-être qu'on n'a pas encore découvert un autre moyen de procréer. Et qu'un savant découvrira un jour. C'est pour ça que vous parlez aujourd'hui des règlements climatiques, de ceci, de cela. C'est parce que justement, quelqu'un qui est né garçon, il dit, il faut que j'enlève le sexe, je transforme le sexe. Mais qu'est-ce qu'on ne transforme pas? Moi, j'ai eu à faire cette expérience. Quand vous regardez la gorge de ces gens qui ont transformé ça, ça reste la gorge de l'homme. Non. Ah, voilà. Non, j'ai vu des transformations des gens qui se... Vous n'avez pas les mêmes yeux. Vous n'avez pas les mêmes yeux que nous. Les hormones qu'on vous met là, justement, tout est artificiel. Ça veut dire que vous n'êtes pas une femme. Vous n'êtes pas une femme de toutes les manières. de toutes les manières. Et la femme, on ne peut pas la transformer en homme. Bon, on ne sait pas. Mais je vous dis, on ne peut pas. On ne peut pas la transformer. Comment vous dites Même si on lui met le sexe de l'homme, il ne peut pas. Elle ne pourra pas. Ok, d'accord, très bien. Maintenant, ceux qui naissent bisexuels, comment ça s'explique? Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme je vous l'ai dit, au Bengan, on ne sait, on ne peut pas être aussi péremptoire sur ce qu'on dit. Dans 2 siècles, dans 3 siècles, on ne sait pas ce que nos descendants auront créé. Voilà un pasteur qui arrivait mort. C'est eux qui auront créé, mais ce n'est pas Dieu qui aura créé. Voilà un pasteur qui arrive. Ils ont découvert. Quelque chose qui est resté méconnu jusqu'aujourd'hui. Ou bien qui n'est pas notre niveau d'entendement à ce siècle-ci. Voilà. Allez-y, Karine Sotia, allez-y. Un autre message, une bonne femme doit manger et se laver avec son mari. Ça renforce l'amour et c'est un secret que beaucoup de femmes ignorent. Amina Newbell. Il faut le faire sans verser dans la vulgarité. Absolument. C'est un conseil de Bantou.
Je suis tout à fait d'accord avec le monsieur en rouge. Je viens de discuter avec lui, avec Landry, qui nous écrit ce matin. Alors, au finish, par rapport à l'histoire du jour. Ok, d'accord. Au finish, on ne sait pas ce que veulent ces femmes. Vous dites qu'elle en a assez de l'amour que lui comble son mari. Une autre a besoin. Amadou. Voilà. Voilà. Un autre message, c'est avec un grand plaisir, voilà, que je vous écoute. Nous apprenons beaucoup de vous, du courage. Merci. Le message n'est pas signé. En tout cas, c'est le but, hein, de toujours avoir ces sujets qui permettent d'éclairer la lanterne des uns des autres. Oui, la femme aujourd'hui mérite le respect. Laissons-les nous diriger car elles savent le faire. Elles le font mais déjà. Justement, c'est l'Organisation des Nations Unies qui a fait en sorte que les femmes n'ont plus de respect. D'accord. Les femmes ont toujours eu de respect chez nous. D'accord. Je voudrais juste dire qu'après cette, on va dire, cette période de latence, on va tout de suite remonter en gamme et en degré sur ce plateau avec la revue des réseaux sociaux. Ça va être encore bouillant avec vous, Karine. Commençons cette revue des réseaux sociaux par l'audience de maître Michel Ndoki qui, arrêté, sera aujourd'hui écouté, entendu autant pour moi, à Yaoundé, à la DGSO. Elle est entendue ce jour. Au GSO. Oui, GSO, à partir de 9 h. Donc, ça devrait déjà avoir commencé au groupement spécial d'opération à Yaoundé. Au même moment que Maurice Kamto, elle sera en compagnie des avocats constitués pour l'assister sous la conduite de maître Méli, selon Olivier Bibounissak. Donc voilà, madame, messieurs, on va dire que vous avez deux informations. Hein. Vous avez évoqué le cas de Maurice Kamto et compagnie qui sont devant le tribunal de grande instance du Foundé Yaoundé également ce matin pour une audience d'habeas corpus de mise en liberté provisoire. Donc ils demandent une mise en liberté provisoire. On verra très bien si cela leur est accordé. Et donc cette audition ce matin au GSO. Donc de maître Michel Ndoki, parce que depuis hier on se demandait où elle se trouve. Depuis hier on ne savait pas vraiment quelles étaient les circonstances de son arrestation. Désormais on en sait un peu plus, donc avec maître Emmanuel Sim qu'il a rencontré hier dans sa cellule au GSO à Anvan à Yaoundé, et on voit très bien que ce qu'il relaie comme retour, c'est qu'il a rencontré maître Michel Ndoki hier, une femme souriante. D'ailleurs il a été surpris lui et peut-être déconcerté par sa force et son moral hier quand il l'a rencontré, et puis elle lui a dit un tout petit peu ce qui s'est passé. Elle dit avoir donc été interpellée par 8 individus cagoulés. Donc voilà ce que nous rapporte maître Emmanuel Sim de l'entretien qu'il a eu donc avec elle. Donc ce jour on verra très bien ce qui lui est reproché. On ne doute point que qu'on serait dans la même logique que ceux qui ont été arrêtés le 28 janvier dernier, à qui on reproche des faits, des infractions de rébellion en groupe, d'insurrection, d'hostilité à la patrie et de non-respect de manifestations. Voilà, donc tout ce qu'on leur reproche, on pourrait le reprocher à maître Michel Ndoki elle aussi. Mais sauf que il y a un discours qui est désormais semé dans l'opinion publique nationale sur la témérité, sur la force de caractère de Michel Ndoki. D'ailleurs, d'aucuns estiment qu'elle était en fuite et pourtant il n'en est rien. D'après ce que dit maître Emmanuel Sim, elle n'était pas en fuite. Bon, beaucoup ont commencé à faire le débat sur sa combativité, sur son combat et sur l'image que Michel Ndoki a actuellement auprès de l'opinion publique. Bon, est-ce que vous pensez que cette image-là est désormais écornée? Non. Oui. Même si elle était en fuite. Oui. Je vous dirais, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'histoire, même de l'humanité, même du Cameroun. Oui. Je vous rappelle qu'en 1957, lorsqu'on interdit l'union des populations du Cameroun dans la zone anglophone, et que Moumie et ses camarades continuaient à faire le travail, on voulait les arrêter. Ils ont quitté clandestinement le pays, mais de l'autre côté, Moumie, il lui arrivait de présider des réunions où il y avait des chefs d'État, notamment Nasser d'Égypte, Tito de Yougoslavie, Sékou Touré et bien d'autres. Et Kwame Nkrumah. Comment lui, il est donc arrivé là-bas? D'autres choses. De Gaulle qui passe pour être l'un des plus grands hommes de l'humanité. Il avait fui la France. Parce qu'après l'armistice, dans les conventions,
la guerre était finie. De Gaulle devait donc faire comment pour continuer. Mais il a fui. Il est allé organiser la résistance quelque temps ailleurs. Le général Leclerc, qui a même un lycée qui porte son nom ici, quand vous entendez parler à venir du 27 août, il est arrivé clandestinement au Cameroun. Ça aussi, on ne sait pas. Mais le Cameroun est fier, content d'avoir participé à la libération de la France avec quelqu'un qui est entré clandestinement chez vous. Donc voilà un peu. Surtout, moi je sais ce qui embarrasse, c'est qu'on est là face à une situation de non-violence. Donc quand vous interpellez les citoyens qui ont dit, nous, on lève la main, nous allons marcher, on ne va rien casser, nous serons non-violents, nous n'aurons que nos chants, l'hymne national chanté, nous on va danser. Donc c'est ça en fait qui embarrasse. On sait aujourd'hui que on va faire comment? On va chercher des motifs, des chefs d'accusation ici et là. Et on va dire voilà. Donc je pense que c'est ça. On est dans une situation embarrassante. Et là aussi, ça va interpeller le premier président de la Cour suprême, Daniel Makobesone. D'accord. Alors, Chalamel, sur cette image, ce capital sympathie, sur ce qu'a construit Michel Ndoki, que d'aucuns qualifient désormais de capital sympathie épuisé, vous dites quoi? Alors, M. Eric Fopoussi, la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y avait un mandat qui courait contre elle? C'est la toute première question déjà que je me suis posée. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ont disparu et qui sont activement recherchées? Parce que si on a réussi à mettre la main, ça suppose qu'il y a encore une liste connue et détenue par eux seuls de certaines autres personnes, entre guillemets. Je ne sais pas, je me pose des questions. Si il y a encore une liste de personnes qu'on est à même encore de récupérer. Point d'interrogation, au vu de ce qui est en train de se passer, qu'on nous dit venant de l'aéroport, où toute personne qui viendra de l'extérieur serait automatiquement... surtout d'Allemagne. Hein? D'Allemagne, il viendra de l'extérieur. Surtout d'Allemagne. Non, qu'est-ce qu'il y a en Allemagne? Serait auditionné pendant des heures. Je veux dire que je dis d'Allemagne parce qu'il y a quand même 2-3 Camerounais qui vivent en Allemagne, qui sont venus et qui rapportent qu'on a dû prendre leurs empreintes. Voilà. D'autres même qui sont gardés jusqu'à aujourd'hui, M. Eric Fopoussi. Oui. Alors, est-ce que c'est... Non, mais pour celui qui est gardé, c'est différent, son cas est différent. Je ne sais pas. Non, son cas je vous dis, je ne sais pas. Son cas, il a été gardé parce qu'il a tenté de prendre des images d'un commissariat. Non, il y a un autre qui est gardé. Il y a un autre encore qui est gardé, M. Eric Fopoussi. Ça veut dire que vous n'êtes pas en fait. C'est sur la toile. Oui, c'est toujours sur la toile. C'est toujours sur la toile. Est-ce qu'il y a un projet à ce niveau? Alors, il faut se poser dans la question de savoir, est-ce que quelque part, ça ne va pas désormais dissuader définitivement ceux qui auraient envie de venir rendre visite à leur famille, sachant qu'en arrivant, ils vont passer des heures au niveau de l'aéroport pour des auditions, entre guillemets, relatifs à une casse ou relatifs à autre chose. Il faut se poser la question à ce niveau. Est-ce que maintenant qu'on a mis la main sur elle, parce que là, ça démontre qu'elle était recherchée, est-ce qu'elle avait fui? C'est une autre question, est-ce qu'elle avait fui? C'était-elle dérobée? Savait-elle qu'elle était recherchée? Parce que dans un premier temps, on a commencé à dire, les gens qui criaient hier, ça c'est toujours sur la toile, les gens qui criaient hier, qui pensaient qu'ils étaient forts, aujourd'hui elle a disparu, elle se cache comme la souris, on prenait l'histoire du chat et de la souris. Non, et vous savez qu'il y a des gens qui sont spécialistes sur la toile pour le faire. Est-ce que quelque part, elle n'a pas voulu ça personnellement pour dire je suis prête à affronter la justice? Non, il faut se poser toutes les questions. Donc dire que c'est corné, il faudrait savoir dans quel esprit. Est-ce que véritablement on l'a pris à la frontière? Est-ce qu'on l'a pris parce qu'elle est sortie, elle se baladait? Est-ce qu'on l'a pris parce qu'on a réussi à la dénicher le lieu là où elle était cachée? Dans tout cela, il faut faire la lumière à ce niveau. Mais dire que c'est corné, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que hier encore, je regardais, je parcourais la toile avec il a le réseau même qui est vraiment très abracadabra ces jours-ci, où j'ai vu une jeune fille qui a dit que elle vient de donner naissance à une fille et elle appelait sa fille, je crois que c'est Michel Ndoki. Ça fait la une encore là. Et puis il y a de nombreuses femmes qui disent dès que mon enfant va naître, si c'est une fille, je le donne. Donc vous voyez, c'est en train de changer. Donc vous voulez dire que son image plutôt en ressort grandi et pas affaibli comme on veut nous faire croire? Non. Oui. D'abord, tous ceux qui sont là-bas ressortiront grandis, M. Eric Fopoussi, parce qu'ils sont rentrés. Vous savez que désormais, on a tablé dans le monde entier qu'au Cameroun, pour être heureux, il faut passer par la prison. Surtout si vous défendez les idéaux politiques et vous défendez... Pas que chez le Cameroun. Je le dis parce que, M. Eric Fopoussi, on est dans la revue des réseaux sociaux.
C'est ce qui est dit sur les réseaux sociaux que je suis en train de matérialiser, de vous le dire. Enfin, désormais, c'est comme ça. Si vous prenez les textes, vous prenez Nganang, vous suivez ce que Nganang dit, ce que les gens disent de Nganang, il les a prisonniers politiques, on l'a enfermé. Donc c'est un peu ce que les gens ont. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas passer par cette case pour pouvoir de sortir grand? Je crois que c'est l'impression que les gens ont désormais ici pour défendre les bonnes vidéos. Tant qu'on ne vous a pas mis à l'intérieur, ça suppose que ce que vous défendez, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc je pense qu'elle sortira grandie. Vous voulez dire quoi? Que c'est l'expression d'une opposition réelle. C'est aussi un débat qui est créé, il y a évidemment dans la scène politique camerounaise. Alors, tendance, ouais, Michel Doké. Elle te manque? Elle me manque. Non mais, comment ça? Elle me manque, non? Comment ça, comment ça? Moi, non, elle me manque. C'est facile de faire la prison, Karine. Dans tous les cas, après l'émission, elle sera à Yaoundé. Je vais faire un aller-retour. Je connais ce qu'elle aime, elle aime le coin. Sancel. Maman, je vais prendre ton combien, je viens te donner. Que les parents disent que c'est sûr qu'il y a un mari, elle la connaît pas. On se connaît bien. Dès que fini là, je prends le vol pour Yaoundé. Et arrivé, elle et moi, on se filme. La bombe, c'est que me filme avec elle. Vous demandez au commandant. Valsero a fait une photo en prison. Non, mais elle a encore. Je veux même faire la vidéo avec elle. On demande. Non, pour je vais même faire la vidéo pour ceux qui ont dit qu'elle manquait, qu'on a tiré sur elle là. Je vais même descendre au niveau où il y a la blessure. Je vais dire que parce qu'elle est encore convalescente. Je vais dire que montre, on fait le selfie et met sur Twitter. Pour que ceux qui restent au quartier disent qu'elle n'a rien eu là. Il y aura toujours des gens pour dire qu'il y a eu un maquillage avant. Elle a eu le choc. Quand vous pouvez rester dans les couloirs, les commentaires des buveurs de Matango, pour dire qu'elle n'a rien eu, elle a reçu des balles. D'accord. Vous allez voir les vidéos. Ok. Tu me manques, maman, je te jure. Très bien. En tout cas, il y a aussi un débat qui est né toujours autour de Michel Doké par rapport au combat de la femme. Par rapport au combat de la femme, les gens estiment que les gens réussissent à faire un lien entre ce qu'elle fait actuellement et le combat de la femme, parce qu'il y en a qui l'ont un peu vilipendé et les gens estiment qu'on ne respecte pas l'image de la femme. Et je rappelle que dans le même temps aussi, ceux qui soutiennent le régime estiment que parfois il y a des femmes qui soutiennent le régime comme Calixte Beyala, qui parfois également sont elles aussi vilipendées sur la toile. On ne voit personne s'offusquer de ce qu'on traîne l'image de la femme dans la boue. Non. Et je pense que, comment je vais dire ça, la femme, le milieu politique est violent. Que vous soyez homme ou femme, c'est violent. Et par nature, on a tendance à, j'allais dire, à cajoler la femme, à l'amadouer et tout. Donc, ça a ramené l'histoire au fait que la femme pourrait être reléguée au second plan lorsqu'on est dans le débat politique. Maintenant, lorsque la situation est clarifie, on vous dit, mais il n'y a pas assez de femmes maires, il n'y a pas assez de femmes députées, il n'y a pas assez de femmes ministres. Oubliant que c'est un combat qu'il faut mener. Parce que lorsqu'on parle de 8 mars, on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, la femme, elle est au combat. Elle est au combat. Ça veut dire que pour intégrer davantage les femmes dans ces postes qui sont réclamés, il y a aussi cet obstacle-là. Il y a le volet engagement politique, action politique. Donc, lorsque vous êtes dans l'action politique, vous n'êtes plus femme, vous n'êtes plus homme. Vous n'êtes plus femme, vous n'êtes plus homme. Vous vous engagez politiquement. Puisque si demain, elle aspire à être chef d'État, il faudrait bien qu'on regarde dans ses antériorités qu'il y ait un background politique. Qu'on regarde, est-ce que, pourquoi Winnie Mandela? Pourquoi Angela Merkel? Pourquoi Simone Gbagbo? Pourquoi Henriette Koué? Et tout. Pourquoi Kawala? Dont on a vu les images en 2012, elle a été pulvérisée. Aujourd'hui, je pense que les femmes l'ont compris. On ne va plus dire, ah oui, la femme de Mandela, la femme de Oumniobe, la femme de Dumbuba. Non, elles auront leur propre nom comme militantes politiques, leur propre identité politique, comme citoyennes accomplies. D'accord. En tout cas, c'est pas pour rien que d'ailleurs Michel Doké semble être vraiment l'égérie. Voilà, c'est pour ça que moi, qu'on l'ait arrêté au Gabon, ou même au Tchad, ou je ne sais pas où, ça ne va ternir son image aucunement. D'accord. Ça ne va rien plomber de l'engagement politique là. Elle ne peut avoir une image écornée que si elle baisse. C'est-à-dire que même sortie de là, elle dit, bon, vos affaires politiques, on a failli me tuer. Vraiment, je n'en peux plus. Là, son image sera ternue. Mais qu'on l'ait arrêté, je ne sais pas, même
en Ouzbékistan, ça n'est rien. D'accord. Alors, je dois dire qu'il y a des nouvelles qui viennent de la RDC avec le nouveau président là-bas, Félix Tshisekedi, qui a lui décidé de libérer tous les prisonniers politiques jusqu'ici dans les GIE. Avec un terme précis. Oui. J'ai été élu président, mais je reconnais que tous les Congolais ne m'ont pas élu. Oui. Donc, il y a des Congolais qui ne sont pas d'accord avec ma politique. Donc, ceux-là, ils doivent avoir l'occasion de l'exprimer. Oui, et c'est peut-être aussi ça l'avantage de l'alternance. Oui, le fait d'avoir été dans l'opposition, faire en sorte que étant au pouvoir, il a un regard différent sur les choses de la République, sur comment se porte le pays. Donc c'est l'avantage de l'alternance au pouvoir. Alors on va, avec vous Karine Sontia, passer à autre chose. Oui. On va parler de ce professeur de philosophie qui a été menacé pour avoir proposé une épreuve avec extrait du livre du professeur Maurice Kamto, L'urgence de la pensée, et la présidence aurait appelé le proviseur pour convoquer une réunion avec le professeur concerné, le censeur, l'animateur pédagogique et le délégué. On annonce aussi l'affectation disciplinaire à Yagua. Les faits se déroulent au lycée bilingue de Mendon, classe de terminale. Alors, je vais vous lire un extrait de ce texte en question. Contre le tribalisme ou l'ethnisme, le seul adversaire authentique, c'est la démocratie. C'est-à-dire celui qui accepte le pluralisme sous tous ses aspects, qui sait que des formations socio-culturelles différentes peuvent coexister sans vouloir la mort les unes des autres, sans vouloir l'éclatement de la nation et s'enrichissant mutuellement. En travaillant ensemble à la reconnaître qu'il n'y a pas d'ethnie génétiquement tarée ou mauvaise, ni d'ethnie congénitalement parfaite ou bonne. Il n'y a que des individus crapules ou honnêtes, paresseux ou travailleurs. Chaque groupe socioculturel contient ce qu'il y a de meilleur et de pire parmi les humains. Le reste est question de repères culturels. Une fois qu'on l'a compris, la coexistence devient facile car il n'est plus question alors que de l'aménagement des différences. Oui. Et voilà, c'est Maurice Kamto, L'urgence de la pensée. Et sur la toile, il y en a qui n'y croient pas, qui disent que c'est une fausse information. Il y en a qui disent que non, l'enseignant en question est vacataire. Il y en a aussi qui soulèvent la question même de pourquoi avoir pratiquement choisi ce texte-là. Alors, je commence par vous, Boro Bengan. Est-ce que c'est prudent, est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est sage pour un enseignant de proposer une telle épreuve à ses élèves en ces temps si tendus, si compliqués, voilà. En 2007, en France, oui, il y a ce que le président de l'époque, Sarkozy, avait appelé la racaille. La racaille, et en France, pratiquement, dans tous les lycées, avec ces remontées des trucs, on avait presque changé des programmes scolaires. C'est-à-dire que chaque établissement, y compris dans les établissements primaires, on essayait, on a expliqué aux enfants ce qui était en train de se passer dans leur environnement, pour qu'ils comprennent, parce qu'il y avait des enfants qui ne savaient pas ce qu'on appelait quartier difficile. C'est d'où les expressions des enfants de banlieue, quartier difficile, le communautarisme, un certain nombre de choses. Donc, ce n'était pratiquement pas dans un programme purement détaillé. Nous sommes dans un environnement où, apparemment, on parle de l'éducation à la citoyenneté. Il y a la remontée du tribalisme. Comment doit-on le faire? Et votre enfant de 4 ans, 5 ans, quand il vous dit, papa, est-ce que Dieu existe? Bon, vous n'êtes pas théologien. Vous n'êtes pas prêtre, pasteur, ou quoi, vous n'êtes pas théologien. Vous allez lui dire quoi? Donc, est-ce que cet enfant a appris des cours de théologie quelque part? Mais il commence à questionner. Donc, en fait, moi, je sais que l'école, c'est quoi? C'est même ça. Et quand on dit l'approche citoyenne, il faut que l'école, ils nous disent ça, ce qu'ont tous les enseignants, même hier. Mais connaissant comment le système politique, comment le régime de Yaoundé réagit, la frilosité
du régime n'écoute Yaoundé, pas le comment régime, peut-on, on ne devrait pas. en tant qu'enseignant, prendre un texte d'un opposant et le proposer à l'étude Il faut de vos élèves? il faut le proposer justement. Parce Oui. que hier, qu'est-ce qu'on a eu avec les livres de sciences et classes de 5e? Maintenant, il faut donc qu'il y ait une clameur sociale qui estime que ce que l'enseignant a dit, ce qu'il propose là, ce n'est plus l'école, ça déroute les enfants. À ce moment-là, on verra. Maintenant, s'il s'avère que les orientations de l'établissement gouvernement est en déphasage avec ce que voudraient la population, vous verrez également une clameur sociale. Donc, beaucoup en estiment fait, que Maurice Kamto n'est pas philosophe et que proposer un de ses textes, un des textes de son livre, l'urgence de la pensée à la réflexion des Qu'est-ce que la philosophie? mais maintenant, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que la philosophie? Non, Donc, juste laissons ce le que cas. pensent les uns et les On autres. apprend Karl Marx à l'école. Oui. Que ce soit sur le cours d'histoire, de philosophie, De littérature. et même d'économie. Oui. Karl Marx, dans le Capital. Karl Marx était économiste. Il était tout ça au même moment. Donc, il faut qu'on soit quand même un peu sérieux. D'accord, très bien. Soit l'école épouse l'environnement, notre environnement, comme on l'a dit, et on commence à le dire. Le maître du canton que Baserba Kobio a transformé en Sangomalo, ça veut dire quoi? C'est l'école, l'approche par compétence, l'approche par ceci, ça entre dans notre environnement. D'accord. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Kamto et qu'il... En le disant honnêtement, que tous ceux qui veulent vivre en paix, qui sont sous la coupole du système, évitent d'employer deux expressions ou trois, si vous voulez. Premier, ne parlez plus du MRC. Deuxième, ne parlez pas de Maurice Kamto, Michel Doki, je sais pas moi, Albert Zonga. Troisième point, ne citez même pas une réflexion de l'un d'eux. Vous vous attaquez au système. La preuve, c'est ça. Donc maintenant, bon, je pense ici, là, au lendemain des élections, lorsqu'on avait commencé avec cette affaire de... on parlait du hold-up, les membres du MRC parlaient du hold-up. Bombok avait dit attention, la machine a découvert. Il y a eu une faille qui a été au niveau de la machine, la machine va se rendre compte de cette faille et aussitôt va se reconstituer, va se refermer hermétiquement et se reconstituer. Je pense que ces propos sont aujourd'hui, voilà la machine, cette machine qui est en train de se reconstituer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, jusqu'à ce jour, on parle de l'éveil citoyen, on parle de la citoyenneté, mais en aucun moment on a fait parler les textes de Ruben Oumnobé. Voilà. Pourquoi on n'a jamais fait parler les textes de Ernest Wandier, de Moumier? Pourquoi jamais on a rendu public toutes ces différentes visions à ces textes? Monsieur Rifopoussi, parce qu'il y a une volonté d'abrutissement, il faut employer le mot, d'abrutissement. C'est mieux que vous parlez de Hobbes, c'est mieux que vous restez avec Hegel, Kant, mieux encore parler d'eux, eux ils n'ont rien à voir, mais si vous voulez réfléchir, au Cameroun. Alors, ce qui est intéressant, parce que cette preuve quand même est très, très intéressante, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, il y a une certaine opinion qui a donc fait de Maurice Kamto le chantre et le penseur, celui qui est derrière le tribalisme au Cameroun, celui qui théorise le tribalisme. Est-ce que le fait que le texte qui est tiré de son livre, qui est un texte justement qui lutte contre ce tribalisme-là, a joué? Est-ce que le fait de rendre public ce type de texte écrit par Maurice Kamto en 91, qui, quand on voit ce qu'il dit, il dit contre le tribalisme, contre l'ethnicisme, le seul adversaire authentique, c'est la démocratie. Il parle de pluralisme, il parle d'ailleurs, et c'est pourquoi l'enseignant pose la question, est-ce que la construction d'une nation pluriethnique est un leurre? C'est ce qu'il demande aux élèves. Est-ce que le fait que ce soit Kamto qui soit là dans un texte où il est aussi dur, où il combat le tribalisme dans un livre, ne vient pas un peu déjouer le plan de ces gens-là qui ont voulu faire de Kamto le tribaliste? Mais bien sûr, monsieur Rifopoussi, c'est la réponse que vous êtes en train de poser. Oui. Mais sauf que maintenant, on va mettre des étiquettes. Est-ce que c'est un gars du MRC? Est-ce qu'il a une relation proche avec Kamto? Est-ce que, pourquoi ça rentre? Est-ce que dans la nomenclature? Je pense que d'ici l'année prochaine, c'est le ministère qui va envoyer désormais les sujets, des séquences. Après, rassurez-vous, c'est comme ça qu'ils vont réagir. Renvoyer les sujets de séquences. Le professeur n'aura plus la liberté, monsieur Rifopoussi, de proposer des thèmes. Rappelez-vous encore les mêmes propos toujours de Mbobok ici avec le fait pour la clanisation des différents partis politiques. Lorsque vous donnez le nom d'un parti politique, on dit c'est pour telle région. Vous se levez et on dit ah c'est le parti clanique. Vous voyez, ça va rentrer, ça va rabattre, justement, ça va ramener, mettre à nu l'ensemble des différentes manœuvres qui sont en train de pousser quelqu'un. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de dire qu'il est tribaliste, d'avoir mis le tribalisme, le parti de la tontine, le parti de ci, et que dans ses écrits,
ses pensées, c'est tout le contraire. Y a-t-il une différence entre ce qu'il dit, ce qu'il a écrit, ce dont il vend et ce qu'il va... Non, forcément, il y a un cabinet noir qui travaille justement ceci. Et ça démontre, monsieur, il faut... Et ça ne date pas d'aujourd'hui, en une seconde. En 1989, un certain Elengambouinga, appelé Moukoko Priso, son prénom, publie chez l'Harmattan un excellent ouvrage, Tribalisme et problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun. Il est décédé, il n'a jamais été invité à un débat public sur le tribalisme. Tout simplement pour deux raisons. La première, comme il était UPCiste, il est dur, et qu'on assimilait l'UPC au Bassa, donc Moukoko peut donc montrer, si on le fait, il peut montrer que l'UPC n'est pas un parti des Bassa. Et surtout à ce moment précis. L'autre chose, la deuxième raison, c'est que comme il est un opposant, est-ce que laisser Moukoko faire la promotion de son livre, bien que le tribalisme était là et tout, non, à mon avis, il est mort, il est passé comme ça. Et deuxième chose, quand Mongo Betty arrive ici, c'est le moment qu'on trouve pour enlever ses livres de programme scolaire. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où lui, Mongo Betty, il est là, en chair et en os, on peut l'inviter à des conférences dans les lycées, dans les universités et tout. Non, on enlève ses livres de programme et il faut qu'il soit inaperçu. D'accord. En tout cas, on va dire que ce bâillonnement de la science arrive à un moment où, vous savez qu'à l'université de Tchang, il y a cet enseignant qui a donc proposé cette épreuve à ses étudiants de Master 1 en sciences politiques. Et l'électeur camerounais est-il imbécile? Vous savez ce que ça... il faut même dire, monsieur que cela dénote déjà de ceci que les Camerounais sont pratiquement, permettez-moi l'expression, mis sur écoute. Ça suppose que vous ne savez qui est là, qui fait quoi, qui à quel moment peut rapporter quoi. Regardez, ça se passe à Tchang, c'est une épreuve dans un domaine purement scientifique, c'est dans un domaine, mais ça se retrouve déjà à l'extérieur à telle enseigne qu'on convoque un pasteur qui dans son prêcha tient un type et il est convoqué. Donc ça se peut, monsieur, on va terminer. Justement, parlant de pasteur, un pasteur de l'église évangélique du Cameroun, Abatoufam, convoqué par le délégué général. Oui. Convoqué. Convoqué par le délégué général à la Sûreté nationale à Yaoundé ce jour à 10h. Ce dernier, après prédication aux obsèques du professeur Ndomgan Abatoufam en rapport avec la décadence du peuple juif et notre société en matière de référentiel sociétal, s'est vu convoqué à Yaoundé où il pourra aujourd'hui s'exprimer devant le délégué de la Sûreté nationale, le délégué général de la Sûreté nationale. Et on va dire que le pasteur, lui, il s'appelle le révérend Ghislain Soufo. Voilà, on espère qu'il sortira libre, hein, parce que au moins on peut pas imaginer qu'on le mette au frais pour cette prédication tout à fait réelle, puisque qu'est-ce qu'il dit? Il dit manger le... Et parce que quand il le dit, c'est face à des responsables au niveau du pays, hein, c'est vraiment aux obsèques d'un... il dit manger le sel du palais et ignorer les citoyens, tirer sur les citoyens qui veulent construire leur pays en les présentant comme les ennemis de la République. Je pense que c'est cette phrase-ci qui pose problème. Je pense que cette phrase-ci qui pose problème. Vous savez que l'Église a toujours été politique. Oui, bon, ils ont toujours montré qu'ils n'ont pas besoin de se mettre. Mais là, on a un pasteur qui a du courage, qui a pris un courage et qui s'est rangé face donc aux opprimés. Bon, Bengan, je commence par vous. Non, je dis bon, comment dire la messe lorsque le culte. Ou le culte. Oui. Voilà, comment prêcher lorsque les oies ont faim. Ce qu'il dit là est contenu. Je vais également citer un autre ouvrage de Jean-Marc là, il est décédé, Le cri de l'homme africain. Ça renvoie également à une lettre que les prêtres africains, les Camerounais avaient écrite dans les années 50, quand ils disaient les prêtres noirs s'interrogent. Donc, en fait, comment dire la messe, comment faire la messe quand les gens ont faim? Oui, là, c'est un pasteur. Bon, c'est pas la messe. J'ai dit Jean-Marc là. Oui, c'est la même chose. Voilà. Comment prêcher quand les gens ont faim? C'est-à-dire leur dire que ne mangez pas, acceptez, le royaume des cieux vous appartient. Quand vous allez mourir affamé, Dieu va vous ouvrir les portes. Vous êtes riche. Vous êtes venu ici, vous êtes riche. Non, il faut faire comme ça. Monseigneur Akonga l'a fait aux obsèques. À la mise en bière de Monseigneur Bala, c'est comme ça que
on devrait le faire. L'église est du côté des opprimés. Et lui-même, il avait été violent en disant, ils sont là assis devant moi, les noirs. L'église, et là aussi, Nobel a dit, dans la lettre, quand les évêques l'ont dit, l'église doit être du côté des opprimés. L'église évangélique du Cameroun. Alors, Chalamel, sur... Ce n'est pas parce qu'elle s'appelait mission française qu'on assimile... Révérend pasteur Ghislain Suffo, parce que désormais il est très célèbre. Voilà. Monsieur Eric Fopoussi, vous connaissez les réactions des vieux briscards. Les réactions des vieux briscards, c'est la réponse à une question. La question, vous êtes avec nous ou contre nous? Voilà. Vous êtes pour ou contre? Oui. Seule la réponse qui sortira vous permettra de savoir si vous regardez ou pas, monsieur Eric Fopoussi. Dans quel contexte il a dit qu'il faudrait bien qu'il se justifie. Pourquoi avoir choisi ce moment pour le dire? Était-ce un message qu'il souhaitait absolument faire passer? Mais toujours est-il, monsieur Eric Fopoussi, que devant la mort, il y a un langage qu'on emploie dans tous les cultes funèbres ou messes funèbres que j'ai assisté. Et il y a toujours un type de langage qui est annoncé. On dit, les morts sont déjà morts, ils sont face à Dieu, je m'intéresse aux vivants. Dans chacun de... mais Charles, quel est le rapport dans ce qu'il dit avec tirer sur les citoyens qui là vous devenez policier le pays en les présentant comme ennemis? Là vous devenez aussi policier. J'imagine ce que l'enquêteur... Il peut prendre ça, monsieur le l'enquêteur... Cher ami, quand vous avez les ouailles devant vous, moi je peux venir à la messe, au culte. J'ai faim parce que je suis un paresseux, je ne sais pas faire le chant. Quelqu'un d'autre vient parce qu'on a volé, on l'a cambriolé, on essaie que quelqu'un d'autre vienne. Restons lucides. Connaissant ce pays, on peut lui dire que cette phrase est une incitation à la révolte. Qu'on le lui dise. Lui-même il disait quoi? Hostilité à la patrie. Lui-même il dit quoi comme ça qu'il sait que les Camerounais sont... C'est pas mauvais. Il ne devait pas être convoqué. Incitation à l'insurrection. Il ne devait pas être convoqué à la délégation générale de la sécurité nationale. Donc, prochainement, les évêques, les pasteurs, les prêtres, ils devraient faire leur homélie. Ils envoient pour appréciation à la délégation générale de la sécurité nationale pour censure. C'est ça, avant de faire la même norme. Ok, merci beaucoup. En tout cas, il n'est plus aisé de parler au Cameroun parce qu'on ne sait jamais ce qui vous guette comme convocation. Méfiez-vous, vraiment, soyez prudents. Partout, même à l'église, il n'est plus très prudent de parler librement. Vous comprenez. Donc, vous comprenez que dans les salles de classe, c'est très compliqué. Dans les amphithéâtres, c'est encore plus compliqué. Dans les églises, c'est compliqué. Désormais, même chez vous à la maison, attention, des sujets que vous soulevez parce qu'on pourrait vous convoquer. On a vécu ça, monsieur. Les murs ont les oreilles. Voilà, attendez, monsieur, à l'époque, c'était les chaussettes. Chaussettes blanches ou chaussettes noires. Voilà. Alors, vous nous dites ce matin, vous actez ce matin que nous sommes revenus 10 ans, 20 ans en arrière. Le Cameroun est en train de régresser et pas d'avancer sur le plan de liberté individuelle et démocratique. Madame, monsieur, on va marquer un terme pour cette revue des réseaux sociaux, on va dire très houleuse ce matin, et prendre tout de suite le chemin du festival Fomaric 25+1. À tout de suite. 25+1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Bienvenue à la 4e semaine, jeudi 28 février 17h. Demi-finale plateau découverte et en spectacle, les dinosaures du rire. Boma Hélicoptère, Marcos, Oga, Profson Diasso, Safaria, Tonton Casserole, Bicta Cola, Criticos, Massa Jacob, le grand retour de Fingon Tralala et bien d'autres. Passe 500 et 2000 francs VIP. Vendredi 1er mars 20h. Amoureux de la world music, vous êtes servis avec les Séraphins. Bibiane Sadé, Armand Biak, Hervé Ngebo et bien d'autres surprises. Passe 500 et 2000 francs VIP. Samedi 2 mars, 18h. Demi-finale Miss Master Festival Fomaric, 20h. La princesse est gracieuse, Grâce Deka est le seul un. Samidico enflamme la scène du festival Fomaric. Passe 1000 et 3000 francs VIP. Dimanche 3 mars dès 10h. Le vivre ensemble à l'honneur au dimanche des communautés. 12h. Compétition des danses patrimoniales et chœurs et louanges en guest star à Ditouakak. Passe 500 et 1000 francs VIP. N'oubliez pas, le Sasaï continue au festival Fomaric jusqu'au 10 mars 2019 avec la communauté urbaine de Douala.
Et pour en parler sur ce plateau, madame, messieurs, donc Yannick est avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour Eric, bonjour à tout le plateau, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Télévision Equinox et aux milliers de festivaliers de Fomaric. Très bien. Alors, rendu à la deuxième semaine, quel est le programme qui sera déroulé? Alors, il faut dire, Eric, que comme toutes les semaines, la 4e semaine démarre en grande pompe. Mais avant de dérouler le programme... 4e semaine, pas deuxième. La quatrième voilà. semaine. Okay, oui, elle démarre en grande pompe, mais avant de donner le programme, en 2-3 mots, je veux dire que le Festival Fomaric, c'est aussi son côté social. Donc, je vais inviter toutes les personnes qui ont des problèmes avec leurs yeux à se rendre au Festival Fomaric parce que de mercredi à dimanche, de façon gratuite, vous avez la possibilité de faire des consultations sur le site du Festival Fomaric. Et à côté de ça, dès demain, il y aura des rencontres B2B entre des entrepreneurs, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, des chercheurs d'emploi. Et c'est au Festival Fomaric que ça va se faire dès demain matin jusqu'à dimanche. Donc voilà, 2 grandes innovations au Festival Fomaric. Maintenant, en parlant du programme de la semaine, l'une des innovations encore, c'est ce jeudi, où on va vivre pour la toute première fois après 26 ans au Festival Fomaric, un spectacle 100% humour. Il a fallu du temps et enfin nous y sommes. On aura sur le plateau du Festival Fomaric des grosses vedettes de l'humour au Cameroun telles que Mbitakola, Massa Yacob, Fingon Tralala, Mboma Hélicoptère, Safaria et tous les autres. Il faut venir vivre ce spectacle exceptionnel à 500 francs, prix classique, et 1000 francs, prix VIP. Mais avant ce spectacle, on aura la compétition plateau découverte demi-finale parrainé par Bendika. Demain, un autre grand rendez-vous pour les passionnés, les amoureux des musiques d'écoute. Venez voir Bibiane Sadé en spectacle. Venez vivre le spectacle d'Armand Biak. Venez vivre également les Séraphins, les vainqueurs de la compétition Cœur et Louange en 2016. Et enfin, Hervé Ngebo pour 500 francs et 2000 VIP. Samedi, on entre dans le mois de mars, le mois dédié à la femme. Et comment ne pas célébrer la femme en mettant à l'honneur Grâce Deka qui sera sur les planches du Festival Fomaric. Et à ses côtés, 2 valeureux hommes, Sami Diko et bien sûr Stipak Samo. En levée de rideau, on aura la demi-finale de la compétition Miss Master. Ce soir-là, ça sera pour 1000 francs et 3000 francs. Le dimanche, c'est un autre grand jour au Festival Fomaric. Vous me voyez très bien entouré ce matin. À partir de 12h, le délégué du gouvernement, le docteur Fritz Tonen, va nous rendre visite pour célébrer le vivre ensemble à travers le dimanche des communautés. Les Maliens, les Nigérians, les Sud-Africains, les Congolais seront des nôtres. À partir de 15h, on a la finale de la compétition musique et danse patrimoniale. Et à 18h, la demi-finale de la compétition Cœur et Louange. Et avec en guest star Adi Chouakak, ça sera pour 500 et 1000 francs. J'ai parlé de la finale de la compétition musique et danse patrimoniale. Sur ce plateau, j'ai des finalistes avec moi, le groupe Les Esprits du Bensikin du Cameroun, à qui je vais passer la parole. Pour qu'ils nous disent justement comment ils préparent donc cette finale, on va le dire, Les Esprits du Bensikin du Cameroun. Allez-y. Bonjour d'abord à tous. Bonjour à vous, oui. À tous les téléspectateurs de Très bien. Equinox. Nous nous présentons d'abord les Esprits du Bensikin du Cameroun et nous exerçons dans la danse culturelle folklorique Bensikin. Oui. Bensikin. Et nous avons mis beaucoup de stratégies depuis le début de cette compétition parce qu'il fallait dire au départ que nous étions au nombre de 19 et on en a retenu 5 pour la finale. D'accord. Dans nos chorégraphies, nous mettons beaucoup en œuvre l'aspect culturel. Très bien. Et nous essayons de dégager l'esprit du vivre ensemble tel que l'a prôné Okay. de cette... Merci et surtout bonne chance à vous, madame, monsieur. On va basculer après le Festival Fomaric 25+1 sur Interpellation. On prend l'élément tourné par Cédric Chouna et ensuite nous serons de retour sur le plateau pour les commentaires et décryptages. À tout de suite. Pour le développement de notre pays, également le Cameroun bien sûr, il faudrait injecter la jeunesse dans la gestion. Et ce qui freine actuellement le développement de notre pays, le Cameroun, c'est tout simplement parce que la vieillesse a tout confisqué. Oui, la vieillesse a tout confisqué et la jeunesse est repoussée dans la gestion. Donc aujourd'hui, nous avons des gros diplômes, mais nous n'arrivons pas à nous insérer dans les entreprises pour pouvoir apporter des souffles nouveaux. Parce que la vieillesse s'est installée et ne veut plus céder. Concrètement, ils mettent des choses qui vont embrouiller la jeunesse pour que la jeunesse puisse se perdre. C'est-à-dire les débits de boissons qu'on installe
un peu de partout dans la rue. Dans les zones universitaires, il y a des débits de boissons partout. Tout simplement parce qu'on veut faire croire à la jeunesse que voici ce qu'il y a de mieux et ils vont oublier réellement ce qu'ils ont à faire pour s'injecter dans les débits de boissons. Et au moment où il faut se mettre à l'œuvre, la jeunesse est affaiblie parce qu'ils se sont intéressés à la boisson et non mettre leur étude en expérience. Donc aujourd'hui, il faudrait que la vieillesse puisse penser que non, la jeunesse a quelque chose à donner. Et je crois que dans cette optique, le Cameroun, notre pays, doit émerger. Nous avons beaucoup de possibilités dans notre pays, mais on ne laisse pas la jeunesse s'exprimer. Et la jeunesse a beaucoup de choses à donner. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine gestion entreprise, la jeunesse a toujours quelque chose à donner. Donc c'est ça en fait qu'il faut pour le développement de notre pays. Ça, le principe d'interpellation, on donne la parole aux téléspectateurs et aux citoyens camerounais. Alors, Bobo Bengal, on va commenter les propos de notre compatriote. Oui, je partage à peu près entièrement son point de vue, mais sauf même à un si niveau, les mots qu'il utilise ne sont pas les vôtres. Oui, mais sauf à un niveau. Oui. Il ne se rend pas compte qu'il faut lutter. En fait, Frantz Fanon a dit toute génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Oui. Fin de citation. Donc, quand vous dites les vieux ont, ils vont toujours confisquer. Et vous faites quoi lorsque vous avez découvert votre mission? Et si vous voulez trahir votre mission, vous croisez les bras, vous attendez le jour où papa ne sera pas là. Ou alors vous lui dites papa, et bien dit. Justement, dans la civilisation africaine, donc, on attendait. Dès lors que l'enfant vous disait à la maison, papa, je ne fais pas, vous avez 9 jours pour lui construire sa maison. Ça veut dire que vous ne l'avez pas préparé à construire sa propre maison. Parce qu'avant, il fallait préparer l'enfant. Il commence déjà à grandir. Vous dites à sa maman dans la chambre, dites, mais bon, petit papa là, est-ce qu'on parlait de lui là dehors? C'est-à-dire que bon, il dit mon enfant n'a pas encore grandi. Vous laissez, vous ne répondez pas. Oui. Vous prenez l'enfant, vous l'envoyez chez ses oncles. Quand ses oncles, nous oncles, ça veut dire du côté de sa maman, là où sa maman vient. Les oncles, et là l'enfant n'a que le droit. Il va chercher, il va prendre une femme ici, on a peur. On va encadrer l'enfant pour qu'il ait une maison. Donc cette jeunesse-là doit se prendre en main. Oui, c'est prendre en main et ne pas s'apitoyer sur son sort. Puisqu'il évoque les débits de boissons, il évoque la drogue, il évoque tout ce qui... Encore que les créateurs de ces débits de boissons sont ingénieux. Oui. C'est le Vatican, le rectorat, unité des valeurs. Voilà les champs. Pharmacie de garde. C'est le nom des débits de boissons. Pharmacie de garde, le Vatican, le Sénat. Rectorat, le Parlement, le consolateur, le consolateur, Facebook. Voilà. La vie n'est rien. La vie n'est rien. Tu bois, tu ok. La fac. Merci. La faculté. La fac. La fac. Non, c'est écrit la fac. Ou bien tue-moi ce soir. Oui. Voilà, donc, il y a la Douma. Voilà. Il y a aussi la Douma. C'est le Parlement russe. Ils ont même dit le Douma, Parlement russe. Voilà, vous savez. Monsieur Eric Foucault, il n'y a aucun endroit désormais qui soit stérile ou vierge. Avant même que les maisons ne s'installent, dès qu'il y a déjà les chantiers, le bar se crée à l'immédiat. Voilà, spontanément. Spontanément, monsieur Eric Foucault. Les gars qui des quartiers avoisinants pour venir boire. Alors, que doit faire la jeunesse? Elle doit refuser de les boire. Ça commence par les chefs de quartier, monsieur Eric Foucault. Ça commence par les chefs de quartier. Les chefs de quartier, non. Dans certains quartiers, c'est pas tous les quartiers, dans certains quartiers, les chefs régulent. Le chef régule lui-même en disant, je ne veux pas 2 à 3 débits de boisson. Plus 3, je ne suis plus d'accord. Et les débits ferment à telle heure. Lorsque les débits ne ferment pas, il réfère au commissaire, il réfère au commandant de brigade, il réfère. Alors que ça ne va pas lui-même prendre des mesures. Donc, c'est dire, monsieur Rifopoussi, que dans chaque quartier, il y a souvent ce qu'on appelle les réunions des parents du quartier. Il y a toujours les réunions des voisins, voisines. Il y a une association, on dit, bon, le quartier se porte bien, mais attention, il y a X ou Y qui est en train de nous arriver avec les bars, ils seront délimités, il y a les jeux vidéo, nos enfants. Donc, si ce n'est pas ça, il y a aussi cette démission, monsieur Rifopoussi, et je rejoins. Alors, mais qui doit être
le déclic, le point de départ, c'est la Le jeunesse parent humaine, doit c'est- brimer l'enfant. Ou quand l'enfant va boire, il doit tricher. Il doit savoir que je suis en train de boire, papa n'aime pas. D'accord. Voilà. Donc il est obligé de faire des contours. Très Parce bien. que si papa voit ou même le voisin voit, parce que chez vous aujourd'hui, il va dire, mais comment je vais taper l'enfant de Mbombo? C'est Ok. pas mon nom. D'accord. Mon enfant, c'est ton compris. enfant. Ok, c'est compris. On va sortir de l'émission avec quelques messages, Karine Sontia, parce que on a reçoit tellement et on a quand même le devoir, hein, on est obligé quand même de lire quelques-unes des contributions. Allez-y. J'aimerais que le gouvernement nous explique quel est le problème avec un texte qui nous apprend que le tribalisme n'est pas bien et Sieur Camto, que les généraux et commissaires commencent alors à envoyer les livres dans les écoles. Car l'écrivain Camto n'est pas le politique Camto. Le Mpondol Oumniobe disait tant que le Cameroun tant que le Cameroun ne sera pas uni, toute bataille pour l'indépendance sera vaine. Emmanuel Bellart. Merci. Oui. Un autre message à l'instant. Les gens volent des milliards, on ne leur fait rien. On dit glissement, tout va bien au Cameroun. Anselme de Garoua. D'accord. Ok. Un autre, Garoua, un région autre du Nord. message. Quand je faisais terminale, on nous a donné les textes. À la fin du texte, je voyais écrit pour le libéralisme communautaire de Paul Biya. Ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, comme c'est Camto, ça crée le buzz. Royal de Yaoundé. Ronald de Yaoundé. De Yaoundé, l'urgence de la pensée. Il y a même un livre qui a été au programme des terminales en philosophie. Jacques Prévert, Parole. Était-il philosophe, lui? Voilà. C'est pour ça que je vous ai demandé que... non. Oui, il n'a pas eu de bac. hein, je pense qu'il n'a pas le bac. Non, Jacques c'était en Prévert. littérature. Un apôtre de l'anticonformisme. Non, Parole, littérature. C'était en littérature, Parole. Oh. Parole a été étudiant en littérature. Moi, je dirais que ce prof est un vacataire, puisque Camto n'est pas un philosophe. Et en terminale, il n'y a que trois œuvres à étudier, et aussi les textes des philosophes. Oui, le problème à ce qu'on prenne une citation, fut-elle même ramassée sur un bout de mais c'est papier. quoi philosopher? Et c'est quoi philosopher? Ben, c'est justement la question C'est que je lire un pose. livre et le réciter. Il y a peut-être quelques livres qu'on peut demander aux enfants de classe terminale d'acheter. Oui. Mais le programme philosophie prévoit et a un ordonnancement d'études. On vous dit, l'élève à la fin de l'année doit avoir fait des cours sur le travail, Oui. sur la religion, Sur le moi, sur le moi, le surmoi. sur le surmoi, Voilà. sur tel. Les Quand lois. on dit, voilà, Les lois. sur les lois. Quand on dit le travail, tel. Donc il n'y a pas un livre, Même on sur ne la vous culture. prescrit pas. Il y a Voilà. même des cours Donc, sur la culture en philosophie. D'accord. C'est Donc, ramené. oui, vous avez raison. Ouais. Jacques Prévert, c'est littérature. Vous avez raison, oui. Oui. Voilà. Il y a un autre. Le professeur en question n'a rien fait de mal. Nos dirigeants sont à court d'idées. Ils n'ont plus rien à nous proposer que des représailles. Boniface depuis Macaque. Non, mais c'est intéressant, c'est camerounais, cette affaire de sujet de philosophie. Malheureusement, on n'a plus le temps de continuer à lire ces messages. On comprend votre indignation suite à un sujet contre le tribalisme. Il n'y a pas de mal à évoquer un sujet contre le tribalisme en philosophie. Voilà, monsieur, nous vous donnons rendez-vous demain, lorsqu'il sera 10h. Nous serons d'ailleurs au mois de mars cette fois-là. C'est le dernier jour de ce mois de février qui donc s'achève comme ça pour cette émission 10-12 Le Zénith. À demain 10h, restez sur notre antenne. Que Dieu bénisse le Cameroun.